Alors que les cow-boys expérimentés fuyaient le cheval enragé, une petite fille en tongs s'approcha en silence et tendit la main. Ce que fit l'animal ensuite fit taire toute l'arène. L'aube colorait le ciel de Camargue d'une teinte dorée lorsqu'Adèle Moreau emprunta le sentier boueux qui menait aux écuries Beaumont. Sa silhouette frêle se découpait contre l'horizon, petite ombre solitaire dans l'immensité du delta. À 12 ans, elle connaissait déjà ce chemin par cœur, chaque pierre, chaque tournant, chaque flaque à éviter. Le vent matinal transportait l'odeur salée des marais et le parfum subtil des tamaris en fleurs. Elle s'arrêta un instant pour observer un vol de flamants roses qui traversait le ciel en formation parfaite. Ces oiseaux étaient libres, eux. Ils allaient où bon leur semblait, sans que personne ne les juge pour leurs origines ou la couleur de leurs plumes. Un éclair de mémoire traversa son esprit. Des cris dans la nuit, l'odeur âcre de la fumée, les flammes dévorant les caravanes. Elle revit son père la tirant du lit, sa mère hurlant des noms. Puis son grand-père l'entraînant loin du campement, sa jambe unique se traînant dans la boue tandis qu'elle regardait par-dessus son épaule le feu consumère tout ce qu'elle avait jamais connu. Adèle secoua la tête pour chasser ces images. Cela faisait presque 1 an maintenant. 1 an de silence presque total. 1 an à partager une cabane délabrée avec Félix, son grand-père, ancien palefrenier respecté avant qu'un étalon ne lui prenne sa jambe. 1 an à travailler dans les écuries du riche monsieur Beaumont, acceptant les tâches les plus ingrates pour rapporter quelques francs à la maison. « Hé, la gitane !» cria une voix depuis les écuries. « Tu es en retard !» Jean-Pierre, le palefrenier en chef, se tenait dans l'encadrement de la grande porte, son visage rougeau déformé par une grimace de mépris. Il pointait sa montre en laiton comme une accusation. Adèle baissa les yeux et accéléra le pas, évitant soigneusement son regard. Les mots restaient coincés dans sa gorge, comme ils l'étaient depuis cette nuit terrible. Elle passa devant l'homme sans un mot, ramassa un balai qui traînait contre le mur et se dirigea vers la première stalle. La journée commençait comme toutes les autres, nettoyer, nourrir, abreuver, recommencer. Les chevaux ne semblaient ni pas se soucier de ses origines ou de son mutisme. Parfois, quand personne n'était là pour l'entendre, elle leur chuchotait des histoires que sa grand-mère lui racontait autrefois, mélangeant légendes gitanes et vers de Victor Hugo que la vieille femme adorait réciter au coin du feu. « Tu comprends ?» murmurait-elle à un vieux hongre gris en lui offrant une pomme. « La pitié suprême, c'est l'amour. » C'est ce que disait mon poète préféré. Le cheval inclina la tête comme s'il comprenait parfaitement la citation. Et pour Adèle, c'était plus précieux que toutes les conversations humaines qu'elle évitait désormais. Vers midi, elle entendit le bruit caractéristique de la voiture de monsieur Beaumont, une automobile rutilante, qui faisait l'envie de tous les propriétaires terriens de la région. L'homme corpulent en descendit, vêtu d'un costume impeccable malgré la chaleur déjà étouffante. Il s'arrêta un instant pour consulter sa montre en or, qu'il exhiba ostensiblement devant 2 palefreniers qui peinaient à décharger des sacs de grains. 10 heures précises, messieurs. J'espère que tout est prêt pour l'arrivée de notre nouvel investissement. Adèle, curieuse malgré elle, ralentit son travail pour écouter. L'écurie Beaumont était la plus prestigieuse de la région, fournissant des chevaux pour les grandes courses camarguaises et les événements équestres d'Arles et de Nîmes. Chaque nouveau cheval représentait pour son propriétaire une somme considérable et un potentiel de profit à exploiter sans merci. 1 heure plus tard, alors qu'Adèle balayait les écuries les plus éloignées, elle entendit des cris d'hommes mêlés à des hennissements furieux. Instinctivement, elle se cacha derrière une botte de foin et observa la scène qui se déroulait dans la cour. Un camion était arrivé et plusieurs hommes tentaient d'en faire descendre un cheval qui se débattait avec une violence inouïe. C'était un magnifique étalon camarguais, noir comme la nuit, sa robe luisante malgré la poussière et la sueur qui la couvrait. Mais ce qui frappa Adèle, ce fut son regard. Des yeux noirs brillants de terreur et de rage, encerclés de blanc comme ceux d'une bête traquée. « Tirez plus fort !» hurlait Beaumont. « Ce démon vaut 50 000 francs, je ne veux pas qu'il se blesse. » Les hommes s'exécutèrent, tirant brutalement sur les cordes qui enserraient l'encolure et les membres de l'animal. L'étalon se cabra, hennissant de douleur et de colère. Sa patte avant gauche frôla dangereusement la tête d'un des palefreniers qui s'écarta en jurant.
Ce monstre a déjà blessé 3 hommes pendant la capture, dit l'un des transporteurs en s'essuyant le front. Un vrai démon, ce Tonnerre. Adèle frémit à ce nom. Tonnerre. Il lui allait parfaitement. Sauvage, imprévisible, puissant. Si cette bête n'est pas domptée d'ici le grand rodéo d'Arles, elle finira en pâté pour chien, lança Beaumont, implacable. Jean-Pierre, mets-le dans la stalle du fond, celle avec les barreaux renforcés. Et qu'on commence le dressage dès demain. L'étalon fut finalement conduit à l'intérieur de l'écurie, non sans avoir tenté plusieurs fois de mordre ou de ruer. Adèle put voir de près les cicatrices récentes qui marquèrent ses flancs et ses pâturons, vestiges de sa capture forcée dans les plaines sauvages du delta. Les jours suivants, elle observa de loin les méthodes employées pour dompter Tonnerre. Des cravaches, des éperons, des privations d'eau quand il refusait d'obéir. Chaque tentative se soldait par des échecs cuisants et parfois des blessures pour les hommes assez téméraires pour entrer dans son box. « Ce cheval est possédé », décréta Jean-Pierre après qu'un palefrenier fut sorti avec une morsure profonde au bras. « Il n'accepte ni nourriture de notre main, ni contact humain. » 3 jours après son arrivée, un soir où tout le monde était parti, Adèle revint discrètement aux écuries. Elle voulait voir Tonnerre, seul, sans la brutalité et les cris des hommes. Elle le trouva épuisé, haletant dans son box isolé. Ses flancs portaient de nouvelles marques, et un filet de sang séché descendait de sa narine droite. L'étalon releva vivement la tête quand elle s'approcha, soufflant furieusement par les naseaux, ses oreilles plaquées en arrière en signe d'avertissement. Adèle ne recula pas. Au lieu de cela, elle s'assit sur le sol, à quelques mètres de la porte du box. Elle resta simplement là, sans bouger, sans tenter de s'approcher davantage. Puis, doucement, elle sortit de sa poche un petit livre usé au coin corné. « Tu connais Victor Hugo » demanda-t-elle dans un murmure à peine audible. Ma grand-mère me lisait ses poèmes. Tonnerre frappa le sol de son sabot, mais son regard restait fixé sur elle, méfiant mais intrigué par cette petite humaine qui ne brandissait ni corde ni cravache. Adèle ouvrit le livre et commença à lire à voix basse, presque en chantant, une ancienne ballade gitane que sa grand-mère avait traduite en français et inscrite dans les marges du recueil. C'était l'histoire d'un cheval qui avait sauvé une princesse d'un royaume en flammes, l'emportant loin de ses persécuteurs vers une terre de liberté. Pendant qu'elle lisait, quelque chose d'étrange se produisit. Tonnerre cessa progressivement de s'agiter. Ses oreilles se redressèrent, attentives au son mélodieux de cette voix enfantine qui ne lui demandait rien, qui ne l'approchait pas, qui restait juste là, à partager une histoire. Leurs regards se croisèrent à travers les barreaux. Adèle y vit quelque chose qu'elle reconnaissait, une douleur familière, un esprit indomptable qui refusait d'être brisé. Et dans les yeux de la petite fille, Tonnerre ne vit pas la menace habituelle, mais quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. « Tu as aussi perdu ta famille, n'est-ce pas ?» chuchota Adèle. « Ils t'ont aussi pris ta liberté. » L'étalon s'approcha lentement de la grille, toujours sur ses gardes, mais visiblement curieux. La fillette resta immobile, continuant simplement à parler doucement, sans tenter de le toucher ni de s'approcher davantage. Lorsque la cloche de l'église de Notre-Dame-de-la-Mer sonne à midi, Adèle sut qu'elle devait partir. Son grand-père s'inquiéterait si elle tardait trop. « Je reviendrai », promit-elle à l'étalon noir avant de se lever avec précaution. Le lendemain matin, alors qu'elle distribuait du foin frais, Jean-Pierre la surprit à chuchoter près du box de Tonnerre. « Éloigne-toi de ce monstre, petite. Il a presque arraché le bras de Marcel hier. » Adèle recula d'un pas, mais ne put s'empêcher de murmurer. « Il a juste peur. » Jean-Pierre éclata d'un rire méprisant. « Qu'est-ce qu'une sale gitane connaît aux chevaux? Laisse ça aux hommes. » Il s'éloigna en secouant la tête, laissant Adèle avec sa honte et sa colère silencieuse. Dans les semaines qui suivirent, elle créa une routine secrète. Elle arrivait plus tôt et partait plus tard du travail, utilisant ces moments pour s'asseoir près du box de Tonnerre. Jamais elle n'essayait de le toucher, se contentant de lire à voix haute des poèmes ou de raconter des histoires. Parfois, elle restait simplement en silence, mangeant son morceau de pain, comme si elle partageait un repas avec un vieil ami. « Ma grand-mère disait que les chevaux comprennent tout », chuchotait-elle. « Ils entendent ce que le cœur dit, pas ce que la bouche prononce. »
Au fil des jours, Tonnerre semblait attendre ses visites. Ses oreilles se dressaient au son des pas légers d'Adèle sur le gravier, bien avant qu'elle n'apparaisse à l'angle du couloir. Il restait méfiant avec tous les autres, mordant et ruant dès qu'un homme tentait de l'approcher. Mais avec elle, il observait, écoutait, comme s'il essayait de comprendre cette petite humaine qui ne lui demandait rien. Un soir, alors qu'un orage menaçait et que les autres palefreniers étaient repartis en hâte, Adèle s'attarda plus longtemps que d'habitude. Elle parla à Tonnerre de l'incendie qui avait tué ses parents, des insultes qu'elle entendait chaque jour, de la jambe manquante de son grand-père qui les condamnait à la pauvreté. « Parfois, je voudrais m'enfuir, comme toi tu voudrais retourner dans les marais, » avoua-t-elle. « Mais mon grand-père ne peut pas courir, et toi, tu es enfermé ici. » Pour la première fois, elle osa tendre sa petite main à travers les barreaux, paume ouverte, non pas pour toucher les talons, mais pour lui offrir une pomme qu'elle avait gardée de son maigre déjeuner. Tonnerre recula d'abord, méfiant. Puis, lentement, très lentement, il avança son museau. Ses naseaux frémirent, captant l'odeur du fruit et celle de la fillette, une odeur dépourvue de peur ou de colère, si différente de celle des hommes qui l'approchaient habituellement. Après 2 semaines de cette étrange communion, alors que personne d'autre n'était présent, Tonnerre fit quelque chose qui surprit même Adèle. L'étalon s'approcha de la grille et tendit son museau dans sa direction, non pas pour la mordre, mais dans un geste qui ressemblait presque à une salutation. La fillette resta immobile, respectant l'espace de l'animal, mais ses yeux brillèrent de larmes contenues. C'était le premier geste de confiance que cet esprit sauvage offrait à un être humain. Une petite silhouette apparut alors à l'entrée de l'écurie. Madame Dufour, la vieille cuisinière qui préparait les repas des palefreniers. Elle observa la scène en silence, les yeux écarquillés de stupeur. Puis elle recula doucement, fit le signe de croix et disparut sans qu'Adèle ne l'ait remarqué. Quand la cloche sonna l'angélus du soir, Adèle dut partir. Tonnerre la regarda s'éloigner, et pour la première fois depuis sa capture, un hennissement bas, presque interrogateur, s'échappa de ses naseaux lorsque la petite silhouette traversa la cour. Ce hennissement interrogateur résonna longtemps dans l'esprit d'Adèle, tandis qu'elle rentrait à la petite cabane qu'elle partageait avec son grand-père. Le son avait quelque chose de différent des cris de rage que Tonnerre poussait habituellement, comme si l'étalon avait voulu la retenir ou lui poser une question qu'il ne savait formuler autrement. L'aube suivante, Adèle s'éveilla avant même le premier chant du coq. La lueur grisâtre qui filtrait à travers les planches disjointes de leur unique fenêtre annonçait un jour nouveau. Elle se leva silencieusement pour ne pas réveiller Félix, dont la respiration régulière témoignait d'un sommeil enfin paisible, après une nuit de douleur fantôme dans sa jambe absente. Elle prépara un thé d'herbes amères, remède que sa grand-mère lui avait enseigné contre les rhumatismes. L'arôme se répandit dans la pièce unique qui leur servait de cuisine, chambre et salon. Félix ouvrit un œil fatigué. « Tu pars déjà, petite ?»« Je dois arriver plus tôt aujourd'hui, grand-père. Il y a des tâches supplémentaires. » Elle ne mentionnait jamais Tonnerre à son grand-père. Félix avait déjà tant de soucis. Elle ne voulait pas l'inquiéter davantage avec ses escapades près du cheval que tous considéraient comme un monstre. Elle déposa la tasse fumante près de sa paillasse et s'éclipsa après avoir déposé un baiser léger sur son front ridé. À l'écurie, le soleil n'avait pas encore chassé la brume matinale qui flottait au-dessus des marais environnants. Adèle se glissa silencieusement par l'entrée de service, évitant les grincements de la grande porte principale. De loin, elle entendit déjà des voix agitées et des hennissements furieux. Son cœur se serra. Elle reconnaissait ces sons. Quelqu'un essayait encore de dompter Tonnerre. Cachée derrière une pile de foin, elle observa Jean-Pierre et 2 autres palefreniers tentant d'enfiler un licou à l'étalon noir. L'animal se cabrait, frappait les parois de son box avec une violence désespérée. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, montrant le blanc, signe de terreur extrême. « Tenez-le plus fermement !» hurla Jean-Pierre. « Il faut qu'il comprenne qui commande !» L'un des hommes s'approcha avec une longue perche terminée par un nœud coulant. Tonnerre, acculé dans un coin, sentit le piège se refermer. Dans un mouvement fulgurant, il projeta sa tête en avant, ses dents puissantes se refermant sur l'avant-bras de Marcel, le plus jeune palefrenier.
Le cri de douleur de l'homme résonna dans toute l'écurie tandis qu'il reculait précipitamment, serrant son bras ensanglanté contre sa poitrine. « Fils de putain !» vociféra Jean-Pierre en faisant claquer sa cravache contre les barreaux. « Tu vas payer pour ça !» Adèle ferma les yeux, incapable de supporter ce spectacle de violence et de peur. Quand elle les rouvrit, les hommes s'éloignaient, soutenant Marcel qui gémissait. Elle entendit des bribes de leur conversation. Troisième blessé en 2 semaines. Impossible à dresser. Beaumont va être furieux. 1 heure plus tard, M. Beaumont arriva dans son automobile rutilante. Son costume impeccable contrastait avec l'atmosphère poussiéreuse de l'écurie. Il examina la morsure de Marcel, puis se dirigea vers le box de Tonnerre, gardant prudemment ses distances. L'étalon se tenait immobile, les oreilles dressées, observant l'homme avec une méfiance palpable. Beaumont sortit un carnet de sa poche et consulta quelques chiffres. 50 000 francs investis dans ce démon, marmonna-t-il en tapotant le carnet. Brisez-le à n'importe quel prix. S'il n'est pas prêt pour le rodéo d'Arles, autant le transformer en viande pour chien. Son regard froid évaluait l'animal comme une simple marchandise, un investissement qui devait rapporter, quelles que soient les souffrances nécessaires. Adèle, qui nettoyait une stalle voisine, sentit une vague de nausée l'envahir. Les cris et les hennissements de douleur de Tonnerre l'affectaient physiquement, comme si chaque coup porté à l'animal résonnait dans son propre corps. Après le départ de Beaumont, Jean-Pierre ordonna que l'eau soit rationnée pour mater l'étalon rebelle. Adèle poursuivit ses tâches en silence, la rage au cœur, guettant le moment où elle pourrait s'approcher de nouveau du box isolé. En fin d'après-midi, elle travaillait dans le jardin des Beaumont, arrachant les mauvaises herbes sous le soleil implacable. Ses doigts s'attardèrent sur un plant de lavande sauvage qui poussait à la lisière du jardin. Sa grand-mère lui avait enseigné les propriétés calmantes de cette plante, son parfum capable d'apaiser les esprits troublés. Discrètement, elle en cueillit une petite branche qu'elle glissa dans sa poche. Quand le soleil commença à décliner, la plupart des palefreniers quittèrent l'écurie, pressés de rejoindre le café du village. Jean-Pierre fut le dernier à partir, verrouillant la porte principale mais oubliant, comme toujours, la petite entrée de service qu'Adèle utilisait chaque matin. Dans la pénombre grandissante, elle se glissa jusqu'au box de Tonnerre. L'étalon, épuisé par la journée de lutte, se tenait dans un coin, son flanc se soulevant rapidement. Des gouttes de sang séché marquaient son encolure là où la cravache avait frappé. Adèle s'assit à sa place habituelle, à quelques mètres de la grille. Sans un mot, elle sortit le brin de lavande et le déposa près des barreaux. « Pour chasser les mauvais rêves », chuchota-t-elle enfin. Le parfum subtil se répandit lentement. Les naseaux de Tonnerre frémirent, captant cette nouvelle odeur. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, se redressèrent légèrement. Adèle commença à chanter doucement, une ancienne mélodie gitane que sa grand-mère lui fredonnait chaque soir. C'était l'histoire d'un cheval noir qui avait sauvé une princesse d'un royaume en flammes, la portant loin de ses persécuteurs, vers une terre de liberté. Sa voix, à peine plus forte qu'un murmure, emplissait pourtant l'espace entre eux d'une présence presque tangible. Tonnerre s'approcha lentement de la grille, son pas hésitant trahissant sa méfiance persistante mais aussi une curiosité nouvelle. Il s'arrêta à mi-chemin, observant la petite silhouette dont émanait cette voix apaisante. Un bruit soudain les fit sursauter tous les deux. Jean-Pierre apparut à l'angle du couloir, son visage rougi par l'alcool déformé par la colère. « Qu'est-ce que tu fiches ici, gitane » s'écria-t-il, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Adèle se leva d'un bond, son cœur battant à tout rompre. Tonnerre recula précipitamment dans son box, ses oreilles de nouveau plaquées en signe d'agression. « Éloigne-toi de ce monstre, petite. Il a presque arraché le bras de Marcel aujourd'hui. » La fille baissa la tête, mais ne put s'empêcher de murmurer. « Il a juste peur. » Jean-Pierre éclata d'un rire méprisant qui sentait le vin aigre. « Qu'est-ce qu'une sale gitane comprend aux chevaux? Laisse ça aux hommes. Et toi ?» Il pointa un doigt menaçant vers Tonnerre. « Ton règne de terreur s'achève bientôt, démon. Beaumont a commandé un mort spécial qui te brisera la mâchoire si tu résistes. » Il saisit rudement le bras d'Adèle et la poussa vers la sortie. « À partir de demain, tu nettoieras les écuries du fond.
Je ne veux plus te voir traîner près de ce box. » Cette nuit-là, Adèle eut du mal à trouver le sommeil. Les menaces de Jean-Pierre résonnaient dans son esprit, tout comme l'image de Tonnerre, seul et terrorisé, attendant ce nouveau supplice promis par Beaumont. À l'aube, elle quitta la cabane plus tôt encore que d'habitude. Cette fois, elle avait glissé dans sa poche un morceau de pomme économisé sur son maigre repas de la veille. Le soleil n'était qu'une promesse à l'horizon quand elle atteignit l'écurie. Elle trouva Tonnerre immobile, le regard fixé sur la porte comme s'il l'attendait. L'étalon avait maigri visiblement depuis son arrivée, ses côtes commençant à se dessiner sous son pelage autrefois luisant. La privation d'eau et de nourriture commençait à produire ses effets destructeurs. « Ils pensent te briser par la souffrance », chuchota Adèle en s'installant à sa place habituelle. « Ma grand-mère disait que c'est ainsi qu'ils ont toujours traité ceux qui sont différents. » Elle sortit le morceau de pomme et le déposa devant la grille. « Ma grand-mère comprenait le langage des chevaux, » poursuivit-elle. « Elle m'a appris des chansons très anciennes que les gitans chantaient pour communiquer avec les esprits libres, comme toi. Sa voix prenait de l'assurance quand elle parlait de sa famille, de cet héritage que personne ne pourrait lui arracher. Elle raconta comment sa grand-mère avait survécu à la persécution, comment elle avait gardé vivantes les traditions malgré l'hostilité du monde extérieur. Au fil des jours, malgré l'interdiction de Jean-Pierre, Adèle continua ses visites secrètes. Elle arrivait avant l'aube et restait après le départ des palefreniers, créant une routine qui semblait apporter autant de réconfort à Tonnerre qu'à elle-même. Jamais elle ne tentait de le toucher ou de franchir la barrière invisible qui les séparait. Elle respectait son espace, lui offrant simplement sa présence, ses histoires, parfois son silence partagé. Un soir, alors qu'elle lisait à voix basse un passage de Notre-Dame de Paris concernant Esmeralda, la gitane incomprise, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tonnerre, qui s'était progressivement rapproché au fil des jours, s'avança jusqu'à la grille. Ses naseaux frémissants captèrent l'odeur familière de la fillette, cette odeur dépourvue de peur ou de malveillance. Puis, dans un geste qui surprit Adèle au point de lui couper la parole, l'étalon tendit son museau entre les barreaux, non pas pour attraper la nourriture qu'elle avait apportée, mais comme pour établir un contact, une reconnaissance. La fillette resta parfaitement immobile, respectant ce moment fragile. Ses yeux se remplirent de larmes contenues. C'était le premier geste de confiance que cet esprit sauvage offrait à un être humain. Un pacte silencieux venait de se former entre eux, une alliance des blessés, des incompris, des marginalisés. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est qu'ils étaient observés. Madame Dufour, la vieille cuisinière qui préparait les repas des palefreniers, s'était arrêtée à l'entrée de l'écurie, un panier de provisions au bras. Elle contemplait la scène avec des yeux écarquillés, incrédule devant ce miracle miniature qui se déroulait dans la pénombre. La vieille femme recula doucement, fit le signe de la croix et murmura une prière. Puis, prenant sa décision, elle s'avança délicatement vers Adèle. Le bruit de ses pas fit sursauter la fillette qui se retourna vivement, la peur inscrite sur son visage mince. « Ne dis rien aux autres », chuchota Madame Dufour en s'approchant lentement avec un sac d'avoine fraîche. Mais ma grand-mère aussi connaissait les secrets des chevaux. Si Beaumont découvre ce qui se passe ici, il n'hésitera pas à vous séparer définitivement tous les deux. Madame Dufour déposa le sac d'avoine près d'Adèle avec un sourire complice. Dans ses yeux fatigués brillait une lueur que la petite fille n'avait jamais vue chez les autres adultes du domaine. Une reconnaissance, comme si la vieille cuisinière venait de découvrir un trésor longtemps cherché. L'été s'installa sur la Camargue, transformant les marais en étendues miroitantes sous un soleil implacable. Chaque matin, avant même que les premiers rayons ne percent l'horizon, Adèle suivait désormais une routine immuable. Elle quittait la cabane en laissant près de son grand-père une miche de pain frais, cadeau quotidien de Madame Dufour, et se dirigeait vers les écuries Beaumont, un brin de lavande fraîchement cueilli serré dans sa paume. Ce matin-là, comme tous les autres, elle déposa la plante aromatique près des barreaux du box de Tonnerre. L'étalon noir, qui autrefois se tenait au fond de son enclos, l'attendait maintenant près de la grille, ses naseaux frémissants captant le parfum apaisant avant même qu'elle ne l'ait posé. « Bonjour, mon ami », murmura-t-elle en s'asseyant à sa place habituelle. Tonnerre inclina légèrement la tête, ses oreilles pointées vers elle comme pour mieux capturer chaque syllabe.
Ces moments matinaux étaient devenus leur rituel, ce qu'Adèle appelait en secret « l'heure des histoires ». Elle sortit de sa poche une petite flûte en bois, instrument hérité de son père. Les premières notes hésitantes s'élevèrent dans l'air encore frais, mélodie simple d'une chanson gitane que sa grand-mère lui avait apprise. Tonnerre ferma les yeux, comme transporté par les vibrations qui semblaient réveiller en lui des souvenirs des plaines ouvertes d'où il venait. « Ma grand-mère disait que la musique parle directement à l'âme », chuchota-t-elle entre deux mélodies. « Les mots peuvent mentir, mais pas les sons. » Le soleil grimpait lentement dans le ciel quand des bruits de bottes annoncèrent l'arrivée des palefreniers. Adèle rangea précipitamment sa flûte et s'éloigna vers les tâches qui lui étaient assignées, lançant un dernier regard à Tonnerre qui s'était déjà retiré au fond de son box, reprenant son attitude méfiante habituelle. Jean-Pierre et deux autres hommes s'approchèrent de l'enclos, portant cordes et harnais. Pour la énième fois, ils tentèrent d'équiper les talons. Comme toujours, l'opération tourna au désastre. Tonnerre se cabra, frappa les murs de ses sabots, tentant de mordre quiconque s'approchait trop près. L'un des hommes recula avec une entaille sanglante sur l'avant-bras, jurant entre ses dents serrées. « Ce maudit canasson va finir à l'abattoir », vociféra Jean-Pierre en claquant violemment la porte du box. 1 heure plus tard, Beaumont arriva, son costume impeccable contrastant avec l'atmosphère poussiéreuse des écuries. Il examina les blessures de son employé avec une moue contrariée, puis se dirigea vers le box de Tonnerre, gardant prudemment ses distances. « Que se passe-t-il avec ce démon » demanda-t-il, perplexe. « Il refuse toujours la selle » Jean-Pierre acquiesça, essuyant la sueur de son front. « Il devient impossible, monsieur. Nous avons tout essayé, le fouet, les éperons, la privation d'eau. Rien n'y fait. » Beaumont fronça les sourcils, calculant mentalement les pertes potentielles. Puis, remarquant qu'un seau d'eau frais avait été placé dans le box de l'animal, il se tourna vers son chef d'écurie. « Je croyais avoir ordonné de rationner son eau. Comment voulez-vous briser sa volonté s'il est confortablement installé ?» Jean-Pierre parut déconcerté, puis lança un regard accusateur vers les palefreniers présents. Aucun n'avoua avoir apporté l'eau. Dans l'ombre d'une stalle voisine, Adèle baissa les yeux sur le balai qu'elle maniait, reconnaissant envers Madame Dufour qui s'était chargée de cette tâche risquée. « Étrange », marmonna Beaumont en observant les talons. « Il n'attaque plus quand on lui apporte sa nourriture. Il y a quelques semaines, il aurait arraché le bras de quiconque s'approchait de sa mangeoire. » Un sourire satisfait apparut sur le visage de Jean-Pierre. « Les méthodes fonctionnent, patron. Il commence à comprendre qui commande ici. » Beaumont hocha la tête, nullement convaincu, mais trop préoccupé par ses calculs financiers pour approfondir la question. « Le grand rodéo d'Arles approche. Je veux ce cheval prêt à être monté d'ici 3 semaines, quels que soient les moyens nécessaires. » Après son départ, Jean-Pierre intensifia les sessions de dressage, mobilisant 3 hommes supplémentaires pour maîtriser l'animal. Les cris et hennissements qui s'échappaient du box tordèrent l'estomac d'Adèle, impuissante face à cette violence systématique. Ce soir-là, lorsque tous furent repartis, elle trouva Tonnerre épuisé, des marques fraîches zébrant ses flancs. Pour la première fois, elle osa entr'ouvrir la porte du box. Sans entrer, elle la laissa simplement entrebâillée, créant une ouverture, un choix. Les talons auraient pu fuir ou attaquer. Au lieu de cela, il observa cette porte ouverte, puis la petite silhouette assise à sa place habituelle, qui sortait maintenant sa flûte. Adèle commença à jouer, les yeux mi-clos, offrant à Tonnerre ce qu'on lui avait toujours refusé, la possibilité de décider par lui-même. Les jours suivants établirent un motif régulier. Chaque matin, Adèle arrivait avec la lavande fraîche. Madame Dufour lui glissait discrètement un morceau de pain au miel. « Pour te donner des forces, à toi et à ton ami », disait-elle avec un clin d'œil complice. La nouvelle de l'apprivoisement progressif de Tonnerre commença à circuler parmi les employés du domaine. La plupart riaient, attribuant à leur brutalité les changements observés. Mais certains, comme la vieille cuisinière, observaient discrètement les interactions entre la petite gitane et l'étalon sauvage. « Il y a de la magie dans les mains de cet enfant », confia un jour Madame Dufour au père Laurent
venu bénir les nouveaux poulains selon la tradition locale. Le prêtre, intrigué par ces propos, décida de voir par lui-même ce miracle dont on parlait à mots couverts. Un après-midi, alors qu'Adèle lisait doucement à Tonnerre, il se dissimula derrière des bottes de foin pour observer cette scène improbable. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Non pas des pratiques occultes comme certains le murmuraient au village, mais une communication silencieuse entre deux êtres blessés. Une danse de patience et de respect qui défiait tout ce qu'il connaissait sur le dressage des animaux. « Mon Dieu », murmura-t-il en se signant, « ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour. » Une semaine plus tard, alors que l'été atteignait son apogée, une tempête violente s'abattit sur la Camargue. Le ciel, d'ordinaire d'un bleu intense, se couvrit en quelques heures de nuages noirs menaçants. Les premières gouttes tombèrent lourdes et serrées, tandis que le vent se levait, faisant ployer les tamaris. Adèle, qui revenait de l'école du village, fut surprise par l'averse. Au lieu de courir vers la cabane où son grand-père l'attendait, elle bifurqua instinctivement vers les écuries. Quelque chose au fond d'elle savait que Tonnerre aurait besoin d'elle. Trempée jusqu'aux os, elle poussa la porte de service et se glissa dans le bâtiment plongé dans la pénombre. Les chevaux s'agitaient dans leur box, inquiets du grondement qui s'amplifiait dehors. Mais c'était de la stalle isolée de Tonnerre que provenaient les sons les plus alarmants. Les talons noirs se cabraient, frappaient désespérément les murs, hennissant avec une terreur que la petite fille n'avait jamais entendue dans sa voix. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, montrant le blanc, comme le jour de son arrivée. Sans réfléchir, poussée par une intuition plus forte que la raison, Adèle fit ce qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Elle entra dans le box. « Tonnerre, c'est moi », chuchota-t-elle, le cœur battant à tout rompre. L'étalon pivota brusquement, ses naseaux dilatés soufflant l'air bruyamment. Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement l'intérieur du box à travers les interstices du toit. Le bruit assourdissant qui suivit fit tressaillir violemment l'animal. « J'ai peur des orages aussi », avoua Adèle d'une voix tremblante. « Il me rappelle l'incendie qui a emporté mes parents. » Elle s'adossa contre le mur de bois, se laissant glisser jusqu'au sol, recroquevillée dans un coin du box. Les larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur ses joues. Pour la première fois, elle ne tentait pas d'apaiser Tonnerre. Elle cherchait à s'apaiser elle-même. « Ma mère criait comme ça », murmura-t-elle alors qu'un nouveau coup de tonnerre ébranlait le bâtiment. Elle appelait mon nom pendant que les flammes montaient. Quelque chose dans sa vulnérabilité sembla toucher les talons. Il cessa de se débattre, ses oreilles maintenant tournées vers la petite fille. Homme et animal, tous deux tremblants, partageaient désormais le même espace sans se toucher, unis dans leur peur commune. Adèle commença à chanter, non pas pour calmer le cheval, mais pour chasser ses propres démons. C'était une berceuse gitane, celle que sa grand-mère lui chantait les nuits d'orage quand elle se réveillait en hurlant, revivant l'incendie dans ses cauchemars. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais dans ce box isolé, quelque chose de nouveau prenait forme. Une confiance qui dépassait les mots, un réconfort mutuel face à la terreur partagée. Les heures passèrent. La pluie s'atténua progressivement, laissant place à une bruine légère. Épuisée par les émotions et trempée jusqu'aux os, Adèle finit par s'endormir, adossée contre la paroi rugueuse du box. Sa respiration régulière formait de petits nuages dans l'air refroidi par l'orage. Tonnerre s'approcha lentement. Il renifla les vêtements mouillés de la fillette, son souffle chaud effleurant son visage. Puis, dans un geste d'une douceur improbable pour une créature de sa taille et de sa force, il se coucha près d'elle, son grand corps formant un rempart protecteur autour de sa frêle silhouette. Quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les nuages dispersés, illuminant le box à travers les fentes du toit, Beaumont et ses palefreniers arrivèrent aux écuries pour évaluer les dégâts causés par la tempête. Jean-Pierre fut le premier à atteindre le box isolé, inquiet que le précieux investissement de son patron ait pu se blesser durant la nuit. Ce qu'il découvrit le cloua sur place. Adèle dormait paisiblement sur la paille, et Tonnerre, l'indomptable démon noir, était couché à ses côtés, son grand corps formant un demi-cercle protecteur autour de l'enfant. Au bruit des pas, l'étalon releva la tête,
Mais au lieu de se dresser menaçant comme à son habitude, il se contenta d'observer les nouveaux venus avec une vigilance calme. « Sacrébleu !» s'exclama Jean-Pierre en faisant le signe de croix, tandis que Beaumont, arrivé derrière lui, écarquillait les yeux devant ce spectacle improbable. Un sourire calculateur se dessina lentement sur le visage du propriétaire. Ses yeux brillants n'ont pas d'émerveillement face à cette connexion extraordinaire, mais d'anticipation des profits qu'elle pourrait générer. « Je sais exactement comment nous allons faire fortune au grand rodéo d'Arles, » murmura-t-il. « La fille sauvage et son cheval démoniaque. Un spectacle que personne n'a jamais vu. » Le sourire calculateur de Beaumont s'élargit, tandis qu'il contemplait le spectacle incroyable qui s'offrait à ses yeux. La gitane et le démon noir, endormis l'un contre l'autre dans une harmonie qui défiait toute logique. Son esprit d'homme d'affaires s'activait déjà, évaluant les bénéfices potentiels d'une telle attraction. La nouvelle de l'extraordinaire connexion entre Adèle et Tonnerre se répandit comme une traînée de poudre dans la petite communauté de Camargue. Dès le lendemain matin, des visages curieux apparaissaient aux interstices des planches de l'écurie, espérant apercevoir ce miracle dont tous parlaient à mi-voix. Paraît que la petite gitane lui parle et qu'il comprend tout, chuchotait une lavandière à sa voisine. Ma cousine qui travaille aux cuisines l'a vu entrer dans son box sans qu'il ne bouge une oreille, alors qu'il a failli tuer 3 hommes le mois dernier, répondait l'autre. Beaumont, loin d'être contrarié par ces intrusions, y voyait la confirmation du potentiel commercial de sa découverte. Dans son bureau lambrissé, il ordonna l'impression d'affiches colorées annonçant son nouveau spectacle miraculeux. Plus grandes les lettres, plus nombreux les spectateurs, lança-t-il à l'imprimeur qui notait frénétiquement ses instructions. La fille sauvage et son cheval démoniaque, un miracle vivant au grand rodéo d'Arles. Adèle, ignorant encore ses préparatifs, continuait ses visites quotidiennes à Tonnerre. Depuis la nuit de l'orage, quelque chose avait changé entre eux. L'étalon ne se contentait plus de tolérer sa présence. Il l'accueillait, tendant son large museau vers elle dès qu'elle approchait, ses oreilles dressées en signe de reconnaissance. Un matin, alors qu'elle brossait doucement son encolure, Madame Dufour vint lui apporter un message. Monsieur Beaumont souhaitait la voir immédiatement dans son bureau. Le cœur battant, la fillette traversa pour la première fois le domaine jusqu'à la grande maison de pierre où résidait son employeur. Dans le vaste bureau aux murs ornés de trophées de chasse, Beaumont lui présenta les affiches fraîchement imprimées. Le visage d'Adèle se décomposa en comprenant ce qu'il prévoyait. « Monsieur, Tonnerre n'est pas prêt pour une foule, » dit-elle d'une voix à peine audible. Il a encore peur des bruits forts, des mouvements brusques. Beaumont, qui faisait tourner un verre de cognac entre ses doigts épais, la dévisagea avec impatience. « Je ne te demande pas ton avis, gitane. Ce cheval m'a coûté une fortune, et grâce à toi, il va enfin me rapporter. Mais monsieur, s'il panique devant tant de monde, il pourrait... » Le visage de Beaumont s'assombrit. Il posa brutalement son verre et se leva, dominant la petite silhouette de toute sa stature imposante. « Tu feras ce que je te dis, » articula-t-il en saisissant son menton avec force. « Ou ton grand-père unijambiste perdra cette misérable cabane que je vous laisse occuper par charité. » Les yeux d'Adèle s'emplirent de larmes, non pas de peur pour elle-même, mais d'angoisse pour Tonnerre, pour ce qu'il attendait dans l'arène bondée d'Arles. Le père Laurent, qui apportait ce jour-là des médicaments à Félix, trouva la jeune fille effondrée près du puits, à son retour de la grande maison. « Qu'y a-t-il, mon enfant » demanda-t-il avec douceur, s'asseyant péniblement à ses côtés sur la margelle. Entre 2 sanglots, Adèle lui confia tout, la nuit de l'orage, le lien formé avec Tonnerre, et maintenant, les plans de Beaumont pour les exhiber comme des bêtes de foire. Il ne comprend pas, père. Tonnerre n'est pas un jouet qu'on peut montrer à la foule. C'est un être vivant qui a été brutalisé, qui fait à peine confiance à un seul humain. Le vieux prêtre hocha gravement la tête, ses yeux usés par les ans reflétant une indignation qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Cette exploitation n'est pas chrétienne, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la fillette. « Je vais parler à quelques personnes au village. » Ce qu'Adèle ignorait, c'est qu'un autre témoin avait observé toute la scène depuis le début. Jacques Mercier, photographe pour Le Monde, se trouvait dans la région pour un reportage sur les traditions camarguaises.
Lors d'une visite aux écuries Beaumont, où il devait photographier les célèbres chevaux blancs, il avait aperçu par hasard la petite gitane assise près du box d'un imposant étalon noir, lui lisant à voix basse des poèmes. Intrigué par cette scène incongrue, il était revenu plusieurs fois, dissimulé derrière les ballots de foin, son appareil capturant discrètement ces moments d'une intimité presque sacrée. « C'est extraordinaire », avait-il confié à son rédacteur par télégramme. « J'ai photographié des dompteurs de lions en Afrique et des charmeurs de serpents en Inde, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Cet enfant ne dompte pas l'animal, elle communique avec lui. » Dans les jours qui suivirent, Adèle intensifia ses visites à Tonnerre. Si elle ne pouvait empêcher le spectacle, elle devait au moins préparer l'étalon du mieux possible. Chaque moment libre était consacré à renforcer leurs liens, à construire une confiance qui pourrait peut-être les protéger tous deux le jour fatidique. Tonnerre, sensible à l'anxiété croissante de la fillette, montrait des signes d'inquiétude. Parfois, il s'agitait sans raison apparente, comme s'il percevait un danger invisible. D'autres fois, il restait anormalement immobile, son regard sombre fixé sur elle avec une intensité troublante. « Il sait que quelque chose ne va pas », expliqua Adèle à Madame Dufour qui l'observait travailler avec l'étalon. « Les chevaux sentent nos émotions mieux que nous ne les comprenons nous-mêmes. » La vieille cuisinière hocha la tête, impressionnée par la sagesse de cet enfant qui avait à peine 12 ans. « Ma grand-mère disait que les gitans ont un don avec les animaux parce qu'ils ne cherchent pas à les posséder, » murmura-t-elle en tendant à Adèle un petit paquet. « Tiens, des herbes pour calmer ses nerfs le jour venu. Mélange-les à son eau. » Le père Laurent, fidèle à sa parole, avait commencé à mobiliser discrètement certains paroissiens. Madame Clément, l'institutrice à la retraite connue pour son franc-parler, s'indignait ouvertement de l'exploitation honteuse d'une orpheline lors des réunions du conseil municipal. Des pêcheurs, qui avaient connu et respecté Félix avant son accident, passaient désormais régulièrement devant la cabane des Moreau, offrant du poisson frais et des regards solidaires. Jacques Mercier, quant à lui, avait fait une rencontre fortuite qui allait changer le cours des événements. Dans la salle à manger de la petite auberge où il logeait, il avait engagé la conversation avec une femme élégante qui consultait des documents vétérinaires. Claire Dubois, se présenta-t-elle en lui serrant fermement la main. « Je suis à Arles pour un congrès sur le bien-être animal. » Le photographe avait sorti son portfolio, lui montrant les clichés saisissants d'Adèle et Tonnerre. Le visage de la vétérinaire s'était illuminé d'intérêt professionnel. « En 20 ans de pratique, je n'ai jamais observé une telle approche instinctive de l'équithérapie. Cet enfant fait par intuition ce que nos meilleures écoles vétérinaires commencent à peine à théoriser. » Un soir, alors que le soleil déclinait sur les marais, répandant une lumière dorée sur l'eau stagnante, Adèle franchit une nouvelle étape avec Tonnerre. Pour la première fois, elle osa rester dans son box pendant plus d'1 heure, assise contre la paroi de bois, lui racontant ses craintes pour l'avenir. « J'ai peur qu'il ne te fasse du mal si tu paniques dans l'arène », avoua-t-elle, sa main caressant légèrement l'encolure puissante. L'étalon, immobile, semblait boire chacune de ses paroles. Ses oreilles suivaient les mouvements de ses lèvres, comme s'il tentait de déchiffrer non seulement le son de sa voix, mais le sens même de ses mots. « Tu dois me faire confiance là-bas, même quand tu auras peur, » continua-t-elle. « Je ne laisserai personne te faire du mal, je te le promets. » Comme pour sceller ce pacte, Tonnerre abaissa sa tête massive, pressant doucement son front contre la poitrine de la fillette. Ce geste, d'une tendresse inattendue chez un animal considéré comme sauvage, fit monter des larmes aux yeux d'Adèle. 3 jours avant le grand rodéo, la tension atteignit son comble. Beaumont organisait des répétitions forcées, exigeant qu'Adèle monte Tonnerre dans le petit enclos derrière les écuries. L'étalon, nerveux mais déterminé à protéger sa jeune amie, supportait ces sessions avec une patience surprenante. « Incroyable », murmurait Jean-Pierre, observant la scène avec un mélange de jalousie et d'admiration réticente. 2 mois plus tôt, ce démon aurait tué quiconque tentait de l'approcher. Beaumont, ravi des progrès, invita plusieurs investisseurs à observer une répétition. « Messieurs », annonça-t-il en levant son verre, « vous assistez à la naissance du spectacle équestre le plus lucratif de la décennie. J'ai déjà vendu plus de billets que pour n'importe quelle course camarguaise des 10 dernières années. » Jacques Mercier, présent à cette démonstration sous prétexte de photographier les prestigieux invités, captait chaque expression avide sur leur visage, chaque regard calculateur échangé.
Mais surtout, il immortalisait le contraste saisissant entre leur cupidité et la pureté de la connexion entre l'enfant et l'animal. Le soir même, il développa ses clichés dans la petite chambre noire improvisée dans sa chambre d'auberge. Les images en noir et blanc racontaient une histoire plus éloquente que n'importe quel article. Adèle, minuscule silhouette confiante près de l'imposante masse de Tonnerre. Beaumont, comptant ses billets tandis qu'en arrière-plan, la fillette épuisée s'occupait de l'étalon blessé. Les yeux de l'animal, autrefois emplis de terreur, maintenant apaisés sous la main de la jeune gitane. Claire Dubois, penchée sur ses clichés, hocha gravement la tête. « Ces photos doivent être publiées », dit-elle fermement. « Ce qu'accomplit cet enfant est révolutionnaire pour la science équine, mais ce qu'on lui fait subir relève de l'exploitation. » La veille du rodéo, Adèle passa la nuit entière dans le box de Tonnerre, blottie contre son flanc chaud, lui murmurant des promesses de protection qu'elle n'était pas certaine de pouvoir tenir. L'étalon, sentant son angoisse, restait inhabituellement calme, comme s'il cherchait à la rassurer à son tour. À l'aube, Madame Dufour les trouva ainsi endormis et ne put retenir une larme devant ce tableau d'innocence vulnérable. « Seigneur, protégez-les » murmura-t-elle en déposant silencieusement un petit paquet d'herbes médicinales près de la porte. Dehors, les premiers chariots se préparaient déjà pour le court voyage vers Arles. Les affiches colorées de Beaumont ornaient chaque mur, chaque devanture de boutique. La fille sauvage et son cheval démoniaque, le spectacle dont tout le monde parlait. Ce que personne ne savait encore, c'est que dans la petite imprimerie d'Arles, les presses tournaient toute la nuit pour l'édition spéciale du Monde qui arriverait le lendemain matin. En première page, une photographie saisissante d'Adèle endormie contre Tonnerre, et ce titre qui allait tout changer. Le miracle de Camargue, comment une enfant gitane révolutionne notre compréhension des chevaux. 10 000 billets déjà vendus, se vantait Beaumont auprès de ses investisseurs en levant une coupe de champagne. Et quand cette petite sauvage montra le démon noir devant tout Arles, nos profits ne feront que commencer. Sans remarquer que Jacques Mercier capturait chaque mot et chaque expression cupide de son visage pour le reportage qui allait transformer toute l'histoire. Jacques Mercier sourit en examinant le cliché parfait qu'il venait de capturer. Il rangea soigneusement son appareil dans son étui de cuir, conscient qu'il tenait entre ses mains bien plus qu'une simple photographie. C'était le témoignage d'une injustice qui ne pourrait plus rester dans l'ombre. L'aube du jour tant redoutée se leva sur la Camargue, baignant les marais d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec l'angoisse qui étreignait le cœur d'Adèle. Les arènes d'Arles, construites sur les vestiges de l'ancien amphithéâtre romain, dominaient la ville de leur masse imposante. Depuis les premières heures du matin, une foule bigarrée s'y pressait déjà. Aristocrates en costumes impeccables occupant les loges ombragées, paysans et pêcheurs s'entassant sur les gradins brûlants, touristes venus de Paris et d'ailleurs pour ce spectacle annoncé comme l'événement équestre de la décennie. Beaumont, impeccablement vêtu d'un costume clair et d'un chapeau camarguais traditionnel, supervisait les derniers préparatifs avec l'excitation fébrile d'un joueur qui mise tout sur un coup parfait. Ses yeux brillants allaient du guichet où s'alignaient encore des acheteurs retardataires aux palefreniers qui préparaient les enclos des coulisses. « Tout doit être parfait », répétait-il en consultant nerveusement sa montre en or. « Vérifiez encore une fois les barrières de sécurité. Je ne veux aucun incident. » Dans une petite stalle improvisée à l'arrière de l'arène, Adèle tentait désespérément de calmer Tonnerre. L'étalon noir, habituellement si majestueux, tremblait de tous ses membres, ses naseaux dilatés captant les odeurs inconnues, ses oreilles plaquées en arrière, réagissant au vacarme de la foule qui grossissait. « Chut, mon ami !» murmurait-elle en caressant son encolure luisante de sueur. « Je suis là, tu n'es pas seul. » Mais ses propres mains tremblaient. Pour la première fois depuis qu'elle avait établi ce lien fragile avec l'animal, Adèle doutait de sa capacité à le protéger. Les odeurs de sueur, de poussière et de peur qui saturaient l'air semblaient raviver chez Tonnerre des souvenirs terrifiants de sa capture. Chaque hennissement lointain, chaque claquement de porte le faisait sursauter violemment. « Il n'est pas bien », plaida Adèle lorsque Beaumont vint vérifier leur état de préparation. Ses yeux montrent trop de blanc, sa respiration est trop rapide. « Il a peur, monsieur. » Beaumont balaya ses inquiétudes d'un geste impatient de sa main ornée de bagues. « Tous les chevaux sont nerveux avant d'entrer en piste, petite.
C'est normal. Non, monsieur, ce n'est pas normal. Nous devons annuler. Il n'est pas prêt pour tant de bruit. Tant de monde. Le visage de l'homme s'assombrit dangereusement. Il s'approcha d'Adèle, la dominant de toute sa taille, et saisit brutalement son bras maigre. 10 000 francs en billets vendus à cause de toi, fillette. Tu vas entrer dans cette arène, même si je dois t'attacher sur le dos de cet animal. Tonnerre, percevant la menace dans la voix et la posture de Beaumont, hennit furieusement, ses sabots frappant les planches avec une force qui fit vibrer toute la structure. Le propriétaire recula précipitamment. « Dompte cette bête ou vous en subirez tous deux les conséquences », siffla-t-il avant de sortir. Le père Laurent, qui avait accompagné le vieux Félix jusqu'aux arènes pour soutenir sa petite-fille, fut témoin de cette scène depuis l'entrée de l'enclos. Son visage habituellement bienveillant se durcit d'indignation. Sans un mot, il fit demi-tour et se fraya un chemin à travers la foule, cherchant désespérément de l'aide. Il trouva Jacques Mercier près des gradins, discutant avec animation avec Claire Dubois. La vétérinaire examinait des photographies que le journaliste venait de développer. « Mon père, que se passe-t-il » demanda Jacques, en notant l'agitation du vieil homme. « C'est la petite et le cheval. Beaumont les force à se produire, mais l'animal est terrorisé. J'ai peur qu'il ne se produise un drame. » Claire Dubois fronça les sourcils, son expertise professionnelle immédiatement en alerte. « Un cheval paniqué dans une arène bondée est aussi dangereux qu'une bombe à retardement, » dit-elle gravement. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'amphithéâtre, l'atmosphère atteignait son paroxysme d'excitation. Les gradins étaient maintenant pleins à craquer, des milliers de visages tournés vers l'arène de sable doré où allait se dérouler le spectacle tant attendu. Les vendeurs circulaient entre les rangées, proposant vin et rafraîchissement sous le soleil implacable de midi. La voix amplifiée de l'annonceur résonna soudain contre les murs de pierre antique. « Mesdames et messieurs, préparez-vous à assister à l'impossible, le terrible tonnerre, le démon noir de Camargue, dompté par les mains d'une enfant sauvage des caravanes. » Un frisson d'anticipation parcourut la foule. Les tambours commencèrent à battre un rythme martial tandis que les grandes portes de bois au bout de l'arène s'ouvraient lentement. Dans l'enclos des coulisses, Adèle fut littéralement soulevée par 2 palefreniers et déposée sur le dos de Tonnerre. L'étalon, sentant ce poids inhabituel dans ces circonstances effrayantes, se mit à tourner nerveusement sur lui-même. La fillette s'agrippa à sa crinière noire, se penchant pour murmurer à son oreille. « Calme-toi, mon ami. Je suis là. Nous allons simplement marcher un peu et puis sortir. Je te le promets. » Mais ces paroles rassurantes se perdirent dans le rugissement de la foule qui les accueillit lorsqu'ils émergèrent dans l'arène inondée de soleil. Tonnerre se figea un instant, ébloui et terrorisé par ce mur de bruit et de mouvements qui l'encerclait. Ses naseaux se dilatèrent au maximum. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, montrant presque entièrement le blanc. Adèle sentit les muscles puissants se tendre sous elle comme un arc prêt à se détendre. Elle caressa frénétiquement l'encolure en sueur, tentant désespérément de ramener l'attention de Tonnerre sur elle, sur leur lien. « Regarde-moi, pas eux, » supplia-t-elle. « Je suis toujours là. » L'étalon commença à tourner frénétiquement, ses sabots soulevant des nuages de poussière dorée. La foule, interprétant cette panique comme partie du spectacle, applaudit avec encore plus d'enthousiasme, envoyant des vagues de bruit qui ne faisaient qu'exacerber la terreur de l'animal. Le juge du rodéo, un homme corpulent vêtu du costume traditionnel camarguais, s'approcha pour vérifier si le cheval était correctement équipé selon les règles de la compétition. Dans sa main droite, il tenait une longue canne de mesure, outil innocent pour lui, mais pour Tonnerre, trop semblable au bâton et cravache qui avaient marqué sa chair lors de sa capture et de son dressage forcé. Ce fut l'élément déclencheur. À la vue de l'objet qui s'approchait, Tonnerre revécut en un éclair tous les traumatismes subis. Avec un hennissement assourdissant qui ressemblait presque à un cri humain de douleur, l'étalon se cabra complètement, ses antérieurs battant l'air dangereusement. Adèle, déséquilibrée, fut projetée en arrière. Elle atterrit lourdement sur le sable, le souffle coupé par l'impact. Pendant un instant terrible, elle resta immobile, étourdie par la chute. Tonnerre, libéré de son poids, se déchaîna totalement. Il chargea le juge qui n'eut que le temps de se jeter maladroitement sur le côté, perdant son chapeau dans la manœuvre. L'étalon noir,
devenu l'incarnation même de la fureur et de la peur, se mit à galoper le long de la barrière, cherchant frénétiquement une issue, heurtant violemment les structures en bois qui tremblèrent sous l'impact. La panique gagna rapidement les premiers rangs. Des spectateurs se levèrent précipitamment, renversant bancs et rafraîchissements. Dans les loges officielles, Beaumont gesticulait frénétiquement, son visage passant de la colère à la terreur, à mesure que son spectacle tant attendu se transformait en catastrophe potentielle. « Maîtrisez cet animal !» hurla-t-il aux gardiens qui se tenaient auprès des entrées. Deux hommes en uniforme dégainèrent leurs armes, prêts à abattre le cheval enragé avant qu'il ne blesse quelqu'un. La foule, comprenant soudain le danger réel, retint collectivement son souffle. « Non !» Le cri d'Adèle trancha l'air comme un coup de fouet. La fillette s'était relevée, chancelante mais déterminée. Avec une autorité stupéfiante pour un être si frêle, elle marcha directement vers le centre de l'arène, là où Tonnerre continuait sa course folle. La foule observait, horrifiée, s'attendant à voir l'enfant piétiner à tout instant. Beaumont hurlait des ordres contradictoires aux gardiens, partagés entre la crainte de perdre son précieux investissement et l'horreur d'un scandale impliquant la mort d'une enfant sous les yeux de milliers de témoins. Mais Adèle n'entendait plus rien de tout cela. Son monde s'était réduit à elle et à Tonnerre, comme cette nuit d'orage dans l'écurie. Elle se planta fermement au milieu de l'arène, les pieds ancrés dans le sable, et leva légèrement une main. « Je suis là, mon ami », dit-elle d'une voix claire qui porta étrangement dans le silence soudain qui était tombé sur l'arène. « Je suis ici. » Tonnerre, lancé dans sa course affolée, aperçut la petite silhouette immobile. Quelque chose dans cette présence calme au milieu du chaos attira son attention. Il ralentit progressivement, ses sabots dérapant dans le sable, traçant de profonds sillons autour d'Adèle sans jamais la toucher. Finalement, l'étalon s'immobilisa à quelques mètres d'elle, ses naseaux dilatés soufflant violemment, son corps massif tremblant d'épuisement et d'adrénaline. Ses yeux, encore écarquillés de peur, étaient maintenant fixés sur la petite fille qui se tenait devant lui sans l'ombre d'une crainte. Un silence sépulcral s'abattit sur les milliers de spectateurs. On aurait pu entendre une mouche voler dans l'immense amphithéâtre. Lentement, très lentement, Adèle tendit la main, paume ouverte. « Personne ne te fera de mal », murmura-t-elle, assez fort cependant pour que les premiers rangs l'entendent. « Nous rentrons à la maison. » Comme s'il comprenait chaque mot, Tonnerre fit un pas en avant, puis un autre. Avec une délicatesse incroyable pour une créature de sa taille, il abaissa sa tête massive et pressa doucement son museau contre la paume offerte de l'enfant. Un soupir collectif parcourut l'arène, suivi d'applaudissements spontanés qui enflèrent jusqu'à devenir une ovation assourdissante. Des femmes s'essuyaient les yeux. Des hommes rudes se raclèrent la gorge pour dissimuler leur émotion. Beaumont, voyant son spectacle catastrophique se transformer en quelque chose d'inattendu mais tout aussi profitable, descendit précipitamment vers l'arène. Il ajusta son chapeau, lissa sa moustache et s'avança à grands pas vers le centre de la piste. « Une démonstration magnifique, exactement comme nous l'avions prévu », annonça-t-il avec un sourire forcé, se plaçant aux côtés d'Adèle pour les photographes qui se précipitaient maintenant au bord de l'arène. Mais Jacques Mercier était déjà en position, son objectif capturant non seulement le moment miraculeux entre la fillette et le cheval, mais aussi le contraste saisissant entre la pureté de cette connexion et l'avidité explicite qui se lisait sur le visage de Beaumont. Le cliché qui ferait la une du Monde le lendemain était parfait. Adèle, minuscule mais inébranlable, sa main posée sur le museau de Tonnerre apaisé, et légèrement en retrait, Beaumont, son sourire commercial ne parvenant pas à masquer la cupidité qui déformait ses traits. Tandis que les applaudissements se poursuivaient, Jacques échangea un regard significatif avec Claire Dubois, qui se tenait près de la sortie de l'arène. La vétérinaire hocha imperceptiblement la tête. Les dés étaient jetés. Et demain, quand l'édition spéciale du Monde arriverait à Camargue, rien ne serait plus jamais comme avant pour Adèle, Tonnerre et l'homme qui avait tenté de les exploiter. Le regard significatif échangé entre Jacques Mercier et Claire Dubois contenait une promesse silencieuse, celle de la vérité qui éclaterait bientôt au grand jour. Tandis que la foule se dispersait lentement des arènes d'Arles, emportant avec elle le souvenir d'un miracle qu'elle ne comprenait pas entièrement, les presses de l'imprimerie du Monde tournaient déjà à plein régime dans la capitale.
L'aube se levait à peine sur la Camargue quand les premiers exemplaires du journal arrivèrent au café de la place centrale de la commune. Le patron, Monsieur Leroy, défit la ficelle qui maintenait la pile et resta figé devant la une. En lettres grasses s'étalait le titre « Le miracle d'Arles », la véritable histoire de la jeune gitane et son cheval sauvage. La photographie qui occupait presque toute la page était saisissante. Adèle, minuscule silhouette de détermination, sa main posée sur le museau baissé de Tonnerre, et en arrière-plan, le visage avide de Beaumont, tentant de s'approprier le moment. « Sacrebleu !» murmura le roi, en ajustant ses lunettes. En quelques minutes, une petite foule s'était formée autour du comptoir, chacun se disputant un exemplaire du journal. Les mots de Jacques Mercier, incisifs et précis, dénonçaient sans embâge les conditions dans lesquelles vivaient les chevaux des écuries Beaumont, les méthodes brutales employées pour les dresser et l'exploitation éhontée d'une orpheline gitane. La cruauté systématique observée dans ces installations n'a d'égal que l'indifférence des autorités locales face à cette situation, lut à haute voix l'instituteur du village, provoquant des murmures indignés. Des passages soulignaient particulièrement la méthode révolutionnaire d'Adèle. Patience, respect, communication non verbale, opposée aux techniques de dressage traditionnelles basées sur la domination et la peur. Des interviews de témoins, dont Madame Dufour et le père Laurent, apportaient une légitimité supplémentaire aux accusations. Au fil de la matinée, des groupes se formèrent sur la place, discutant avec animation. La communauté, jusque-là silencieuse face au pouvoir de Beaumont, commençait à se diviser ouvertement. On a toujours dressé les chevaux avec fermeté. C'est la tradition, argumentait Marcel, l'un des palefreniers blessés par Tonnerre. Ces journalistes parisiens ne comprennent rien à nos méthodes. Appeler torture la tradition ne la rend pas plus acceptable, rétorqua sèchement Madame Clément, l'institutrice retraitée. Ce que cet enfant a accompli avec douceur, vous n'avez pas su le faire avec toute votre brutalité. Dans son manoir, Beaumont découvrit le journal qu'un domestique tremblant avait déposé sur son plateau de petit déjeuner. Son visage passa du rouge au livide tandis qu'il parcourait l'article. D'un geste furieux, il balaya la table, envoyant valser porcelaine et argenterie. « Calomnie !» hurla-t-il en déchirant rageusement les pages. « Ces satanés journalistes paieront pour ça. » Mais plus il lisait, plus il comprenait que le mal était fait. L'article ne se contentait pas d'accusations morales. Il mentionnait des infractions précises aux lois sur la protection animale, des témoignages détaillés de pratiques interdites et même des irrégularités fiscales dans la gestion de son entreprise. La colère cédant à la panique, Beaumont convoqua ses hommes de main. « Le cheval va à l'abattoir dès ce soir, et la gamine à l'orphelinat départemental, » ordonna-t-il, le visage congestionné. Qu'on en finisse avec cette histoire avant que les autorités ne s'en mêlent. Les hommes échangèrent des regards hésitants. L'un d'eux, plus courageux que les autres, osa une objection. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, après cet article, ce serait perçu comme une confirmation de culpabilité. Je me fiche de ce que pensent ces paysans, » tonna Beaumont en frappant du poing sur son bureau. « Exécutez mes ordres. » Pendant ce temps, dans la modeste cabane des Moreau, Adèle et son grand-père n'avaient pas encore eu vent de la tempête médiatique qui se préparait. La fillette, épuisée par les événements de la veille, dormait profondément tandis que Félix préparait une soupe aux herbes sur le petit réchaud. Ce fut Madame Dufour qui les alerta, arrivant essoufflée avec un exemplaire froissé du journal. « Ils viennent pour vous !» haleta-t-elle. « Beaumont est furieux. Il a ordonné que Tonnerre soit envoyé à l'abattoir et toi à l'orphelinat. » Félix pâlit, sa main s'agrippant plus fermement à sa béquille. Adèle, réveillée en sursaut, saisit le journal avec des mains tremblantes. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant sa propre image en première page. « Tonnerre !» murmura-t-elle. « Je dois le protéger. »« Pas question que tu y ailles seul » s'opposa Félix. « Beaumont est capable de tout maintenant qu'il est acculé. » Mais avant qu'il n'ait pu élaborer un plan, des voix s'élevèrent à l'extérieur. Adèle se précipita à la fenêtre et resta pétrifiée par le spectacle qui s'offrait à elle. Une vingtaine de villageois s'étaient rassemblés devant leur modeste demeure. Parmi eux, Madame Clément, le père Laurent, plusieurs pêcheurs que Félix avait connus avant son accident, et même quelques clients réguliers du café
qui n'avait jamais adressé la parole aux Moreau auparavant. « Que se passe-t-il » chuchota Adèle, incrédule. « La vérité » répondit simplement Madame Dufour avec un sourire fatigué. Elle finit toujours par éclater. À peine avait-il compris la situation que le bruit d'une automobile approchant à vive allure les alerta. La voiture de Beaumont s'arrêta dans un nuage de poussière, et le propriétaire en descendit, flanqué de 4 hommes à l'air menaçant. Sa surprise fut totale lorsqu'il se retrouva face à ce mur humain protégeant la cabane. Son regard balaya la foule, reconnaissant des visages familiers, des gens qui, jusqu'à hier, baissèrent les yeux à son passage. « Écartez-vous », ordonna-t-il d'une voix qu'il voulait assurer mais qui trahissait son désarroi. « Cette affaire ne vous concerne pas. »« Elle nous concerne tous », répliqua le père Laurent en s'avançant. « Ce que vous faites à cet enfant et à cet animal, vous le faites à notre conscience collective. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Beaumont sentit la situation lui échapper. « Cette gitane a ensorcelé ce cheval. C'est de la sorcellerie, de la magie noire, » tenta-t-il, cherchant à raviver les vieilles superstitions. Mais ces paroles ne rencontrèrent que des regards méprisants. La porte de la cabane s'ouvrit, et Félix apparut, soutenu par sa béquille, Adèle à ses côtés. Le vieil homme se dressa de toute sa hauteur, son unique jambe fermement plantée dans le sol. « Vous devrez passer sur nous tous », déclara-t-il avec une dignité qui imposa le silence. Beaumont fit un pas en avant, mais s'immobilisa en entendant le bruit d'une autre voiture. Claire Dubois en descendit, accompagnée de 2 hommes en costume officiel. « Monsieur Beaumont », annonça-t-elle en s'approchant avec une serviette en cuir, « le ministère de l'Agriculture enquête sur vos installations suite à des allégations de maltraitance systématique. En attendant les conclusions, cet animal est placé sous protection judiciaire. » Elle tendit des documents officiels portant le sceau ministériel. Beaumont les parcourut, son visage perdant progressivement toute couleur. « C'est ridicule », balbutia-t-il. « Mes méthodes sont traditionnelles, employées depuis des générations. La tradition n'excuse pas la souffrance, monsieur, » répondit fermement Claire. « Nos lois évoluent, et votre refus de les respecter vous expose à des poursuites pénales. » Comme pour confirmer la gravité de la situation, de nouvelles voitures arrivèrent. Des journalistes de Paris, attirés par l'article du Monde, descendaient avec appareils photo et carnets de notes. La petite commune devenait soudain l'épicentre d'une histoire qui captivait l'imagination nationale. Beaumont recula, acculé non par la force physique, mais par quelque chose de bien plus puissant, l'opinion publique et la loi qu'il avait cru pouvoir ignorer grâce à son argent et son influence locale. Les jours suivants transformèrent radicalement la vie de la petite communauté. Des équipes de télévision s'installèrent sur la place centrale, des experts en comportement équin vinrent observer la méthode d'Adèle, et des lettres de soutien affluèrent de tout le pays. Tonnerre fut officiellement placé sous la garde temporaire des Moreau, tandis que les autres chevaux des écuries Beaumont étaient examinés par des vétérinaires. Pourtant, malgré ce soutien inattendu, la situation matérielle des Moreau restait précaire. La cabane qu'ils occupaient appartenait toujours à Beaumont, et sans son emploi aux écuries, Adèle n'avait plus de revenus pour nourrir son grand-père. C'est alors que Beaumont tenta son ultime manœuvre. Une semaine après l'incident des arènes, il se présenta seul à la cabane des Moreau, portant cette fois non pas des menaces, mais une mallette. Félix l'accueillit avec méfiance sur le seuil, refusant de le laisser entrer. « Je ne suis pas venu pour me battre », déclara Beaumont, affichant un calme qui contrastait avec sa fureur précédente. « Je suis venu faire affaire. » Il ouvrit la mallette, révélant des liasses de billets soigneusement rangés. 10 000 francs pour que vous signiez ce contrat cédant la garde de votre petite-fille et l'animal à ma compagnie de spectacle. Plus besoin de travailler, Félix. Une maison décente, des soins médicaux pour votre jambe. Le vieil homme fixa les billets, sentant presque physiquement le poids de la pauvreté qui l'écrasait depuis l'accident qui lui avait pris sa jambe et son gagne-pain. 10 000 francs, une somme qu'il n'aurait jamais pu espérer voir en travaillant honnêtement le reste de sa vie. Sa main, ridée et calleuse, trembla légèrement en s'approchant de la mallette. Pour un instant terrible, il sembla sur le point de céder. C'est alors que Tonnerre, qui paissait librement dans le petit jardin des Moreau depuis sa libération, s'approcha silencieusement. Avec une grâce étonnante pour un animal de sa taille,
Il se plaça entre Beaumont et Félix comme un gardien, ses yeux sombres fixés directement sur l'homme d'affaires. Ce regard contenait non pas de la haine ou de la peur, mais quelque chose de plus profond, une intelligence, une conscience presque humaine de ce qui se jouait en cet instant. Beaumont recula instinctivement, mal à l'aise sous ce regard qui semblait percer jusqu'à son âme. Félix observa ce face-à-face improbable, cette confrontation silencieuse entre l'homme qui incarnait l'exploitation et l'animal qui avait refusé d'être brisé. Puis son regard se posa sur Adèle qui les observait depuis le seuil, son visage mince reflétant une confiance absolue en son grand-père. Le vieil homme se redressa, puisant une force nouvelle dans cette fierté retrouvée. « Ma petite fille et ce cheval ne sont pas à vendre », déclara-t-il avec une dignité qui transcendait sa condition misérable. Ils se sont choisis l'un l'autre, et qui suis-je pour défaire ce que le destin a uni? Le regard de Tonnerre, fixé intensément sur Beaumont, contenait une sagesse ancienne que l'homme d'affaires ne pouvait comprendre. Alors que ce dernier refermait sa mallette d'un geste sec, son visage trahissait un mélange de colère et d'incrédulité. Comment ce vieillard unijambiste osait-il refuser une telle somme? « Vous êtes fou, Moreau !» cracha-t-il en s'éloignant. « Quand la curiosité des journalistes s'éteindra, quand les caméras partiront, vous regretterez amèrement ce choix. » Félix demeura silencieux, sa main usée serrant fermement sa béquille. Ce n'était pas la première fois que sa dignité était mise à l'épreuve, et comme toujours, il avait choisi de la préserver, quel qu'en soit le prix. Lorsque la voiture de Beaumont disparut dans un nuage de poussière, Adèle s'approcha doucement de son grand-père et glissa sa petite main dans la sienne. « Tu as fait le bon choix, grand-père », murmura-t-elle. Le vieil homme esquissa un sourire fatigué. « Ce n'était pas vraiment mon choix à faire, petite. Je crois que Tonnerre l'a fait pour nous. » L'étalon noir, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, inclina légèrement sa tête massive vers eux. Dans ses yeux sombres, brillait une lueur que Félix n'avait jamais vue chez aucun autre animal, une conscience aiguë de ce qui venait de se jouer, une gratitude presque humaine. Cette nuit-là, alors que la lune baignait la petite cabane de sa lumière argentée, Claire Dubois et Jacques Mercier discutaient à voix basse autour de la table branlante des Moreau. La vétérinaire étalait des documents officiels, tandis que le journaliste prenait des notes. « La situation juridique est complexe », expliquait Claire. « Beaumont reste légalement propriétaire de Tonnerre, malgré la protection temporaire accordée par le ministère. Et cette cabane lui appartient toujours. Sans compter qu'il a des alliés puissants dans la région, » ajouta Jacques. « Des gens qui ont intérêt à maintenir les méthodes traditionnelles, aussi cruelles soient-elles. » Adèle, assise près de la fenêtre entr'ouverte, caressait distraitement la tête de Tonnerre qui s'était approché de l'extérieur, son large museau dépassant de l'embrasure. Elle écoutait la conversation des adultes avec une attention qui contrastait avec son jeune âge. « Que se passera-t-il quand les journalistes partiront ?» demanda-t-elle soudain, sa voix claire tranchant le silence. « Beaumont reviendra, n'est-ce pas ?» Claire et Jacques échangèrent un regard préoccupé. La petite fille avait mis le doigt sur leur plus grande inquiétude. « C'est pour cela que nous devons trouver une solution permanente », répondit doucement Claire. « Une protection qui ne dépende pas de l'attention médiatique. » Félix, qui était resté silencieux jusqu'alors, se redressa dans son fauteuil usé. « Ma famille a vécu sous la menace toute sa vie, » dit-il avec une dignité tranquille. « Être gitan en France, c'est apprendre à survivre malgré la haine et les préjugés. Nous trouverons un moyen. » Un léger hennissement de Tonnerre sembla approuver ces paroles, provoquant un sourire sur les lèvres d'Adèle. Elle se leva et s'approcha de la table. « J'ai peut-être une idée, » dit-elle timidement. Tous les regards convergèrent vers elle, surpris par cette intervention inattendue. « Tonnerre n'est pas le seul cheval maltraité des écuries Beaumont, » poursuivit-elle. « Et je ne suis pas la seule enfant à qui on refuse une place dans ce monde. » Sa voix prenait de l'assurance à mesure qu'elle développait sa pensée. « Et si nous créions un endroit où les chevaux blessés pourraient guérir, et où les enfants comme moi pourraient les aider? Un lieu où ce que j'ai appris avec Tonnerre pourrait servir à d'autres ?» Un silence respectueux accueillit ces paroles. Jacques fut le premier à réagir, un sourire illuminant son visage fatigué. « Un centre de réhabilitation équine », murmura-t-il en griffonnant frénétiquement sur son carnet. « Brillant.
absolument brillant. Claire hocha vigoureusement la tête, son esprit analytique évaluant déjà les possibilités. Le concept existe dans certains pays nordiques, mais jamais appliqué spécifiquement aux chevaux traumatisés, ni avec cette approche intuitive qu'Adèle a développée. Le terrain marécageux à l'ouest du village, intervint Félix. Celui que personne ne veut parce qu'il est trop humide pour construire. Les chevaux camarguais sont adaptés à ces conditions. La conversation s'anima, chacun contribuant des idées, des possibilités, des contacts potentiels. Pour la première fois depuis la tragédie qui avait emporté ses parents, Adèle sentit une chaleur nouvelle naître en elle. Non pas l'espoir fragile qui l'avait maintenue en vie jusqu'ici, mais une vision concrète d'un avenir meilleur. Tard dans la nuit, lorsque tous se furent retirés pour dormir, Adèle sortit silencieusement et rejoignit Tonnerre qui paissait tranquillement sous les étoiles. Elle s'assit près de lui, comme ils en avaient pris l'habitude. « Est-ce que tu comprends ce qui se passe ?» lui chuchota-t-elle. « Nous pourrions aider d'autres comme toi, des chevaux que les hommes ont brisés parce qu'ils ne comprenaient pas leur peur. » L'étalon noir s'immobilisa, tournant sa tête massive vers elle, ses oreilles pointées en avant, captant chaque syllabe. « Mais j'ai peur aussi, » avoua-t-elle en enfouissant son visage dans la crinière soyeuse. « Beaumont est puissant. Et si nous échouons? Si je ne suis pas capable d'aider d'autres chevaux comme je t'ai aidé ?» Tonnerre s'ébroua doucement, comme pour chasser ses pensées négatives. Puis, dans un geste d'une tendresse improbable pour une créature si imposante, il abaissa sa tête et la pressa délicatement contre la poitrine de la fillette, exactement là où battait son cœur. Le message était clair, même sans mots. « Tu n'es pas seul. » Les jours suivants virent naître une effervescence inhabituelle dans le village habituellement somnolent. Claire Dubois avait activé ses contacts au ministère et à l'université vétérinaire de Montpellier. Jacques Mercier publiait article sur article, attirant l'attention nationale sur le projet. Le maire, initialement réticent à s'opposer à l'influence de Beaumont, céda finalement sous la pression populaire et médiatique. « Le terrain marécageux à l'ouest sera cédé pour un franc symbolique », annonça-t-il lors d'une réunion extraordinaire du conseil municipal. Après tout, il n'intéressait personne jusqu'à présent. Des volontaires commencèrent à affluer, certains par curiosité, d'autres mus par une indignation sincère face aux révélations sur les méthodes de Beaumont. Des pêcheurs apportèrent leurs connaissances pour stabiliser les terrains humides, des menuisiers offrirent leur savoir-faire pour les premières structures. Madame Dufour organisa un réseau de femmes qui préparèrent des repas pour les travailleurs, transformant le chantier en véritable événement communautaire. Ma grand-mère disait que la meilleure façon de combattre l'injustice n'est pas de détruire, mais de construire quelque chose de meilleur à la place, confia-t-elle à Adèle en pétrissant une énorme miche de pain. Beaumont, isolé dans son manoir, observait avec une rage impuissante la mobilisation générale. Ses tentatives d'intimidation se heurtaient désormais à une résistance inattendue. Même ses alliés traditionnels prenaient leur distance, sentant que le vent tournait. Un matin, alors que les premières structures du futur centre commençaient à s'élever, Claire arriva avec une nouvelle qui changea tout. « Le tribunal a rendu sa décision préliminaire », annonça-t-elle, brandissant un document officiel. Les écuries Beaumont sont temporairement placées sous séquestre judiciaire, en attendant la conclusion de l'enquête pour maltraitance animale. « Et les chevaux ?» demanda immédiatement Adèle. « C'est là que ça devient intéressant », sourit Claire. Le juge a ordonné leur transfert vers un lieu adapté à leur réhabilitation, en attendant le jugement final. Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée des travailleurs qui s'étaient arrêtés pour écouter. « Notre centre n'est pas encore terminé », objecta Félix, pragmatique. « Nous accélérerons les travaux, » intervint un charpentier. « Mes cousins de Nîmes peuvent venir dès demain. Ma famille prêtera des tentes en attendant que les abris permanents soient construits, » proposa une femme gitane que personne n'avait remarquée jusqu'alors. La solidarité prenait des formes inattendues, transcendant les anciennes divisions sociales et culturelles. Le projet d'Adèle devenait le catalyseur d'une réconciliation plus large. 3 jours plus tard, un spectacle extraordinaire se déroula sur la route poussiéreuse menant au terrain marécageux. Une procession de chevaux, certains visiblement amaigris, d'autres portant les cicatrices de mauvais traitements, avançaient lentement vers leur nouveau refuge. Des huissiers et vétérinaires officiels supervisaient le transfert,
tandis que d'anciens employés de Beaumont, désormais volontaires au centre, guidaient les animaux avec une douceur nouvelle. Adèle et Tonnerre attendaient à l'entrée du terrain, l'étalon noir parfaitement calme malgré l'agitation environnante. Lorsque le premier cheval apeuré approcha, Tonnerre fit quelque chose qui stupéfia tous les observateurs. Il s'avança doucement et pressa son museau contre celui du nouveau venu, comme pour lui souhaiter la bienvenue, lui assurer qu'il était en sécurité. « Incroyable !» murmura Claire en prenant frénétiquement des notes. « Il se comporte comme un facilitateur social. » Jacques capturait la scène, conscient qu'il documentait non seulement un moment historique pour ces animaux, mais une révolution silencieuse dans la façon dont les humains pouvaient interagir avec eux. Le soir venu, alors que les chevaux s'habituaient à leur nouvel environnement, Adèle s'isola un moment avec Tonnerre près de la petite mare qui bordait le terrain. Le reflet de la lune dansait sur l'eau tranquille, créant une atmosphère presque magique. « Nous l'avons fait », chuchota-t-elle en enfouissant son visage dans la crinière de l'étalon. « Ils sont libres maintenant. » Un bruit de pas les alerta. Beaumont se tenait à quelques mètres, son costume habituellement impeccable froissé, son visage ravagé par l'amertume et l'alcool. « Profite de ton triomphe, petite sorcière », cracha-t-il. « Mais n'oublie pas que les gens sont versatiles. L'attention médiatique s'éteindra, les dons cesseront. Et que deviendra ton précieux centre alors ?» Adèle sentit Tonnerre se tendre à ses côtés, prêt à la défendre. Mais à sa grande surprise, ce fut son grand-père qui émergea de l'ombre, sa silhouette inégale pourtant empreinte d'une dignité tranquille. « Vous n'avez toujours pas compris, Beaumont, dit-il doucement. Ce n'est pas une question d'argent ou de célébrité. Ma petite fille a touché quelque chose de profond chez ces gens, quelque chose que votre fortune ne pourra jamais acheter. » Le regard de Félix se porta sur l'horizon, où les premières structures du centre se dessinaient contre le ciel étoilé. « Ce centre ne m'appartient pas, » reprit-il avec une voix plus forte. « Il n'appartient pas non plus à Adèle, ni même à ses chevaux. Il appartient à une idée, celle que la souffrance, qu'elle soit humaine ou animale, mérite d'être reconnue et soulagée. » Beaumont recula d'un pas, désarçonné par cette réponse qu'il ne pouvait comprendre avec sa vision mercantile du monde. « Vous n'avez toujours pas compris, » murmura Adèle, sa voix claire et confiante surprenant les deux hommes. « Ce n'est pas moi qui guéris Tonnerre, c'est nous qui nous guérissons l'un l'autre, et peut-être, ensemble, pouvons-nous aider d'autres qui portent des blessures que personne d'autre ne peut voir. » Ces paroles d'Adèle résonnèrent dans l'air nocturne comme une vérité simple mais profonde. Beaumont resta immobile un instant, son visage passant de la colère à l'incompréhension, puis tourna les talons et disparut dans l'obscurité, vaincu non par la force mais par quelque chose qu'il ne pourrait jamais acquérir avec son argent, la véritable connexion entre des âmes blessées. L'aube suivante se leva sur une Camargue transformée. L'idée du centre de réhabilitation équine, né dans l'intimité d'une humble cabane quelques jours plus tôt, prenait désormais forme sous le ciel pâle du matin. Le terrain marécageux, autrefois délaissé, bourdonnait d'une activité incessante. Pierre Gaillard, un pêcheur dont le père avait travaillé aux côtés de Félix avant son accident, enfonçait des piquets dans le sol humide pour délimiter le futur enclos principal. Ces fondations doivent être profondes, expliquait-il à deux jeunes volontaires. Le sol ici est traître, mais idéal pour les sabots des chevaux camarguais. Ils sont nés pour ces terres mouvantes. Non loin de là, Madame Clément, l'institutrice retraitée, organisait une équipe improbable. 3 adolescents habituellement considérés comme difficiles transportaient avec un soin inattendu des planches de bois récupérées d'une vieille grange. « Doucement avec ces clous qui dépassent, François », rappelait-elle. « Pense aux chevaux qui vont vivre ici. » Le jeune homme, connu pour ses problèmes de comportement à l'école, acquiesçait avec un sérieux nouveau. Quelque chose dans ce projet touchait une corde sensible chez lui. Peut-être l'idée de créer un refuge pour des êtres incompris, comme lui-même se sentait souvent. Au centre de cette effervescence, Adèle observait tout avec un mélange d'émerveillement et d'anxiété. Jamais elle n'aurait imaginé que son lien particulier avec Tonnerre pourrait déclencher un tel mouvement. Assise sur une souche d'arbre, elle contemplait les premières structures qui s'élevaient, pendant que l'étalon noir paissait tranquillement à quelques mètres. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Jacques en s'approchant, son appareil photo en bandoulière. « Toutes ces personnes qui travaillent ensemble, au-delà de leurs différences. » Adèle hocha la tête,
encore étonnée par cette solidarité inattendue. « J'ai peur de les décevoir », confia-t-elle. « Et si ce qui a fonctionné avec Tonnerre était juste de la chance ?» Le journaliste s'assit à côté d'elle, prenant le temps de réfléchir avant de répondre. « Ce n'était pas de la chance, Adèle. J'ai vu comment tu as procédé, jour après jour. Ta méthode est intuitive, mais elle repose sur des principes solides, respect, patience, choix. C'est exactement ce que la science moderne commence à peine à comprendre sur la psychologie équine. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Claire Dubois, accompagnée du maire et de plusieurs officiels municipaux. La vétérinaire, habituellement si calme, avait les joues rougies par l'excitation. « Le conseil municipal vient d'approuver officiellement la cession du terrain, » annonça-t-elle. « Un franc symbolique comme promis et un bail de 99 ans. » Cette nouvelle fut accueillie par des acclamations spontanées des travailleurs qui s'étaient arrêtés pour écouter. Le maire, un homme pragmatique qui avait longtemps navigué prudemment entre l'influence de Beaumont et les besoins du village, semblait soulagé d'avoir finalement choisi son camp. « Ce terrain n'intéressait personne de toute façon, » dit-il en haussant les épaules, minimisant son geste. « Trop humide pour construire, trop irrégulier pour l'agriculture. » Mais le sourire qui éclairait son visage trahissait sa fierté de participer à cette aventure collective. Les semaines suivantes virent le centre prendre forme à une vitesse stupéfiante. Chaque jour apportait son lot de progrès et de petits miracles. Un ancien rival de Beaumont fit don de matériaux de construction. Une association équestre de Marseille envoya des équipements usagés mais en bon état. Des étudiants vétérinaires de Montpellier proposèrent leurs services pour les week-ends. Au cœur de cette transformation, Adèle développait méthodiquement sa propre approche. Dans un carnet offert par Jacques, elle notait minutieusement ses observations sur chaque cheval nouvellement arrivé, identifiant leurs peurs spécifiques, leur comportement défensif, leurs petits progrès quotidiens. « Regarde celui-ci », expliquait-elle à Claire en montrant un hongre gris au flanc marqué de cicatrices. Il tressaille chaque fois qu'on s'approche de son côté droit. Je pense qu'il a été battu systématiquement de ce côté. La vétérinaire, impressionnée par l'acuité des observations de la fillette, prenait des notes détaillées. « Comment procéderais-tu avec lui ?» demanda-t-elle, autant par curiosité scientifique que pour permettre à Adèle d'articuler sa méthode. « Je commencerai par m'asseoir loin de lui, toujours visible mais du côté gauche, » expliqua Adèle. Sans demander rien, sans même le regarder directement. Juste être présente, jour après jour, à la même heure, pour qu'il comprenne que je fais partie du paysage, pas une menace. La systématisation de ce que certains commençaient à appeler la méthode Moreau prenait forme progressivement, sous le regard attentif de Claire, qui documentait scientifiquement chaque étape, chaque réaction, chaque succès. Un matin pluvieux d'automne, alors que les premières installations étaient enfin achevées, un événement majeur se produisit. Un camion du ministère de l'Agriculture arriva, transportant Tempête, un étalon à la robe alezan, si traumatisé qu'il avait dû être sédaté pour le transport. « Il a presque tué 2 soigneurs la semaine dernière », expliqua le fonctionnaire qui accompagnait le transfert. « Personne n'arrive à l'approcher. Nous avons pensé que si quelqu'un pouvait l'aider. » Son regard se posa sur Adèle avec un mélange d'espoir et de doute. Comment cette enfant frêle pourrait-elle apprivoiser cette montagne de muscles et de terreur? Le déchargement fut une épreuve en soi. Même à moitié assommée par les tranquillisants, Tempête luttait avec une énergie désespérée, ses yeux injectés de sang roulant dans leurs orbites. Il fallut 4 hommes pour le guider jusqu'à l'enclos spécial préparé pour les cas difficiles. Un espace plus vaste que les boxes traditionnels, avec une partie couverte pour s'abriter et une zone ouverte pour se mouvoir librement. Adèle observait de loin, étudiant chaque réaction de l'animal. Félix se tenait à ses côtés, sa main ridée posée sur l'épaule de sa petite fille. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il doucement, respectant son expertise naissante. « Il a été battu systématiquement », répondit-elle en désignant la façon dont l'étalon protégeait son flanc droit. « Mais il y a autre chose. Regarde comment il évite tout contact visuel. C'est plus profond qu'une simple peur des humains. » Claire, qui avait rejoint leur poste d'observation, hocha la tête, impressionnée par l'analyse. C'est exactement ce que suggère son dossier. Il a été utilisé pour des jeux tauromachiques illégaux.
Les hommes le provoquaient délibérément, puis le punissaient quand il réagissait. Adèle sentit son cœur se serrer à cette révélation. L'injustice de traiter ainsi un être vivant ravivait sa propre expérience de l'injustice. Les regards méfiants, les portes fermées, les mots cruels qu'elle avait endurés en tant que gitane. « Je peux l'aider » dit-elle avec une assurance tranquille. « Mais j'aurai besoin de temps. Beaucoup de temps. » Les jours suivants, Adèle mit en pratique sa méthode, expliquant chaque étape à Claire qui documentait tout méticuleusement. « Ne forcez jamais le contact », expliquait-elle à un groupe de soigneurs attentifs. « Créez un espace où ils peuvent choisir de s'approcher. » Chaque matin, elle s'asseyait simplement au centre du grand enclos, à bonne distance de Tempête qui se tenait obstinément dans le coin le plus éloigné. Elle sortait sa petite flûte et jouait doucement, les mêmes mélodies gitanes qu'elle avait partagées avec Tonnerre. Puis, elle lisait à voix haute, non pas pour que le cheval comprenne les mots, mais pour qu'il s'habitue au son de sa voix, à cette présence humaine qui ne demandait rien, n'exigeait rien. Les premiers jours, Tempête l'ignorait complètement, tournant ostensiblement le dos à cette intruse dans son espace. Mais Adèle continuait, imperturbable, jour après jour. « Il faut une patience infinie », expliquait-elle à Jean-Pierre qui, contre toute attente, était devenu l'un des plus fervents défenseurs du centre après avoir quitté les écuries Beaumont. Ces chevaux ont appris que les humains signifient douleur. Nous devons leur enseigner une nouvelle association. Félix supervisait les travaux d'expansion, désormais respecté comme consultant senior, ses décennies d'expérience finalement valorisées. Les gens venaient le consulter sur tout, de la conception des abris à la qualité du foin. « C'est étrange », confia-t-il un soir à Adèle, alors qu'ils partageaient un simple repas dans leur nouvelle maison. Une modeste mais solide construction offerte par la communauté. « Toute ma vie, j'ai travaillé avec les chevaux. Et pourtant, c'est toi qui m'as appris à les voir vraiment. » Au bout d'une semaine d'approche patiente, le premier signe de progrès apparut. Alors qu'Adèle jouait de sa flûte, assise au centre de l'enclos comme à son habitude, Tempête cessa sa marche nerveuse habituelle et s'immobilisa, ses oreilles pointées vers la source de la musique. Ce fut bref, quelques secondes à peine, mais Claire, qui observait de loin, nota l'événement avec excitation. « C'est exactement comme avec Tonnerre au début », murmura Jacques qui capturait discrètement la scène. Cette façon dont les oreilles bougent, cette attention soudaine. Le processus était lent, presque imperceptible pour un observateur occasionnel, mais chaque jour apportait un minuscule progrès. Tempête restait immobile un peu plus longtemps. Sa distance de sécurité diminuait graduellement. Ses yeux commençaient à chercher Adèle quand elle entrait dans l'enclos. Claire présentait régulièrement ses résultats à ses collègues sceptiques. Réduction significative des comportements agressifs en seulement 3 semaines. Diminution mesurable des indicateurs physiologiques de stress. Les données sont formelles, argumentait-elle lors d'une conférence téléphonique avec des chercheurs parisiens. Cette approche non coercitive produit des résultats mesurables, là où les méthodes traditionnelles ont échoué. Un matin d'automne particulièrement brumeux, alors que le centre bourdonnait d'activité, un moment décisif se produisit. Comme chaque jour, Adèle s'était installée au centre de l'enclos de Tempête, jouant doucement de sa flûte. L'étalon alezan, qui se tenait à présent habituellement à une distance moyenne, commença à décrire des cercles autour d'elle, chaque tour le rapprochant un peu plus. Claire, Jacques, Félix et plusieurs soigneurs observaient discrètement cette danse silencieuse. Personne n'osait respirer trop fort, craignant de briser ce moment fragile. Lorsque Tempête s'arrêta finalement à moins de 2 mètres d'Adèle, la fillette continua simplement à jouer, sans lever les yeux, offrant à l'animal l'espace psychologique dont il avait besoin pour faire son choix. Puis, dans un geste d'une délicatesse incroyable pour une créature de cette taille et de cette force, l'étalon tendit son museau vers la petite fille, ses naseaux frémissants captant son odeur. « Mon Dieu !» chuchota Claire, les larmes aux yeux. « C'est miraculeux. » « Non, » corrigea doucement Félix, « ce n'est pas un miracle. C'est la science de l'âme que ma petite fille a redécouverte. » Ce soir-là, un télégramme urgent arriva au centre. Le ministère de la Culture avait contacté la mairie. Il souhaitait envoyer une délégation officielle pour l'inauguration formelle du centre. Ils viennent personnellement pour l'inauguration officielle du centre. Et pas seulement.
Ils envisagent de déclarer ta méthode comme patrimoine culturel immatériel de la France. Lut Jacques, entrant dans le petit bureau où Adèle et Claire révisèrent leurs notes. Les mots de Jacques résonnèrent dans le petit bureau comme une promesse d'avenir, laissant Adèle et Claire momentanément sans voix. Patrimoine culturel immatériel de la France. Ces termes semblaient si imposants, si officiels pour décrire ce qu'Adèle considérait simplement comme une conversation entre âmes blessées. L'automne avait pleinement pris possession de la Camargue, transformant les marais en tableaux aux teintes dorées et rouilles. Le centre de réhabilitation équine, autrefois simple idée née dans une cabane modeste, s'élevait maintenant comme une réalité tangible sur le terrain marécageux que personne n'avait voulu. Vue de la colline voisine, la propriété ressemblait à un petit village avec ses structures simples mais fonctionnelles, organisées en cercle autour d'un espace central où les chevaux pouvaient se déplacer librement. En ce matin frais d'octobre, une effervescence inhabituelle régnait. La nouvelle de la visite ministérielle avait transformé le rythme habituellement paisible du centre en une activité frénétique. Des drapeaux tricolores flottaient à l'entrée, installés par le maire lui-même, soucieux de l'image de sa commune devant les dignitaires parisiens. Adèle observait ces préparatifs avec un mélange d'incrédulité et d'appréhension. Elle portait des bottes neuves, cadeaux de Claire, qui remplaçaient ses vieux souliers usés, mais elle se sentait étrangement mal à l'aise dans cet équipement professionnel, comme si elle jouait un rôle pour lequel elle n'était pas préparée. « Ils arrivent !» cria François, l'adolescent autrefois rebelle, devenu l'un des plus fervents soutiens du centre. Une procession de voitures noires s'engageait sur le chemin de terre menant au centre. La délégation officielle comprenait le ministre de la Culture, reconnaissable à sa silhouette élégante, plusieurs représentants de la protection animale, et une équipe de journalistes qui se bousculaient déjà pour obtenir le meilleur angle. Félix, dans son costume rapiécé mais impeccablement repassé par Madame Dufour, se tenait droit comme un i malgré sa béquille, prêt à accueillir les visiteurs avec une dignité qui forçait le respect. Le ministre, un homme aux tempes grisonnantes dont l'expression trahissait une curiosité sincère, serra chaleureusement la main du vieil homme. « Monsieur Moreau, c'est un honneur de rencontrer celui qui a permis cette remarquable initiative. » Félix secoua doucement la tête. « L'honneur est pour nous, monsieur le ministre, mais le mérite revient à ma petite fille et à ce cheval. » Il désigna Adèle qui se tenait légèrement en retrait, tonnerre comme une ombre protectrice à ses côtés. L'étalon noir, autrefois terreur des écuries Beaumont, se comportait maintenant avec une sérénité impressionnante malgré l'agitation environnante. Ses oreilles immobiles suivaient attentivement chaque nouveau son, mais aucune tension ne parcourait son corps puissant. La visite officielle commença par une présentation du centre. Claire Dubois expliquait les aspects scientifiques, tandis qu'Adèle, surmontant sa timidité naturelle, guidait le groupe à travers les installations. Tonnerre les suivant librement, sans licou ni contrainte. « Vous remarquerez l'absence de barrières hautes entre les enclos, expliqua-t-elle d'une voix qui prenait progressivement de l'assurance. Les chevaux peuvent se voir et interagir, ce qui est vital pour des animaux sociaux privés de contacts normaux pendant si longtemps. Le ministre s'arrêta devant un panneau illustrant la méthode Moreau, avec des photographies et des graphiques montrant les étapes progressives de réhabilitation. « C'est fascinant », commenta-t-il. « Et vous avez développé cette approche entièrement par intuition ?» Adèle réfléchit un instant avant de répondre. « Pas exactement, monsieur. J'ai observé ce qui ne fonctionnait pas dans les écuries traditionnelles et j'ai fait l'inverse. » Cette réponse simple mais profonde arracha un sourire au ministre et des hochements de tête approbateurs parmi les spécialistes qui l'accompagnaient. Le moment crucial de la visite arriva lorsque le groupe atteignit le grand enclos où un nouveau pensionnaire était arrivé la veille. Un cheval particulièrement traumatisé, presque sauvage, que personne n'avait encore approché. « Nous aimerions observer votre méthode en action, si possible, » demanda le représentant de la protection animale. Un homme à l'air sévère mais au regard bienveillant. Adèle acquiesça, bien que l'idée de démontrer sa technique devant tant d'observateurs la rendait nerveuse. Elle expliqua brièvement son approche au groupe qui s'installait à distance respectueuse. Observez comment elle ne force jamais le contact, commentait Claire pour les visiteurs. Elle crée un espace où l'animal peut choisir de s'approcher. Adèle entra seule dans l'enclos, consciente des regards fixés sur elle. Le cheval,
un hongre bai au flanc marqué de cicatrices anciennes, se tenait aussi loin que possible, tremblant visiblement à la vue d'un humain. Sans un mot, la jeune fille s'assit simplement au centre de l'espace, sortit sa petite flûte et commença à jouer une mélodie douce et répétitive. Ses yeux ne cherchaient pas à croiser ceux du cheval. Elle regardait l'horizon, offrant à l'animal l'espace psychologique nécessaire pour l'observer sans se sentir menacé. Les minutes s'écoulèrent, longues et silencieuses hormis les notes cristallines de la flûte. Certains officiels commençaient à s'agiter, habitués aux démonstrations spectaculaires et immédiates. Mais le ministre observait avec une attention soutenue, comprenant intuitivement qu'il assistait à quelque chose de rare. Progressivement, presque imperceptiblement, le cheval commença à se détendre. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, se redressèrent, attentives à la musique. Puis, dans un mouvement qui sembla aussi naturel qu'inattendu, il commença à décrire de larges cercles autour d'Adèle, chaque tour le rapprochant légèrement du centre où elle jouait, imperturbable. « C'est extraordinaire », murmura le ministre. « Combien de temps prend normalement ce processus ?» Félix, qui observait la scène avec fierté, sourit doucement. « Nous ne mesurons pas en temps, monsieur. Nous mesurons en confiance. Chaque animal a son rythme pour guérir des blessures invisibles. » Quand finalement le cheval s'arrêta à quelques mètres d'Adèle, elle continua simplement à jouer, sans faire un geste vers lui offrant la dignité du choix. Ce respect de l'intégrité et du rythme de l'animal impressionna profondément les observateurs, habitués à voir l'homme imposer sa volonté aux créatures qu'il domine. La visite se poursuivit vers la partie est du centre, où Tonnerre paissait librement avec d'autres chevaux réhabilités. Aucune clôture ne le retenait. Il choisissait de rester. « Il pourrait partir à tout moment ?» demanda un journaliste, incrédule. « Il reste parce qu'il se sent en sécurité », répondit simplement Adèle. « La liberté n'a de sens que lorsqu'on choisit où l'exercer. » Après la cérémonie officielle et les discours, lorsque la plupart des visiteurs eurent quitté le centre, Jacques Mercier trouva Adèle seule près de la petite mare qui bordait la propriété. Le soleil déclinant teintait l'eau de reflets orangés, créant un tableau paisible qui contrastait avec l'agitation de la journée. « Tu sembles pensive », remarqua-t-il en s'asseyant sur une souche à côté d'elle. Adèle contemplait l'horizon, où les flamants roses regagnaient leur refuge nocturne en formation parfaite. « Tout va si vite », murmura-t-elle. « Parfois j'ai l'impression que ce n'est pas réel, que je vais me réveiller dans notre vieille cabane, avec grand-père qui tousse à cause du froid, et Tonnerre encore prisonnier des écuries Beaumont. » Jacques hocha la tête, comprenant cette difficulté à accepter un bonheur soudain après tant de souffrance. « Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te demander, » dit-il après un moment de silence confortable. Dans le moment le plus dangereux, dans l'arène, quand tous pensaient que Tonnerre tuerait le juge, comment as-tu su qu'il ne te blesserait pas ? Adèle sourit, un de ces sourires rares qui illuminait son visage habituellement grave. « Ce n'est pas une question de savoir, monsieur. C'est une question de confiance. Quand on est traité comme si on n'appartenait nulle part pendant assez longtemps, on apprend à reconnaître cette même douleur chez les autres. » Cette réponse, d'une sagesse qui dépassait largement son âge, toucha profondément le journaliste. Il comprit alors que ce qu'il documentait n'était pas simplement une méthode révolutionnaire de dressage, mais une philosophie entière de la relation entre êtres vivants. Lorsque le dernier rayon de soleil disparut derrière les collines, Adèle rejoignit le bâtiment principal où une petite réception se tenait encore. En traversant le pré, elle remarqua une silhouette solitaire sur la colline distante. Même de loin, elle reconnut la stature imposante de Beaumont, observant à travers des jumelles le centre qu'il avait tant cherché à empêcher. Elle s'arrêta un instant, contemplant cet homme autrefois tout-puissant, maintenant réduit à épier de loin le triomphe de ceux qu'il avait tenté d'exploiter et de briser. Il n'y avait pas de joie dans cette vision, seulement la conscience que certaines personnes ne pourraient jamais comprendre ce qui ne s'achète pas. Dans la salle commune, chauffée par un grand feu de cheminée, le ministre s'entretenait avec Félix et Claire des projets d'expansion du centre. « Nous avons reçu des demandes de formation de toute l'Europe, » expliquait Claire en montrant une carte parsemée d'épingles colorées. « Des vétérinaires,
des éleveurs, même des psychologues intéressés par la dimension thérapeutique de cette approche. Le gouvernement soutiendra cette initiative, assura le ministre. Ce que vous avez créé ici dépasse largement le cadre de la réhabilitation équine. C'est un modèle de relation éthique avec le monde vivant. Alors que les derniers visiteurs partaient et que le soleil se couchait sur la Camargue, Adèle observa quelque chose que personne d'autre ne remarqua. Sur les collines lointaines, une petite silhouette observait le centre à travers des jumelles. Beaumont, consumé par l'amertume mais désormais impuissant, témoin du triomphe de ceux qu'il avait tenté d'exploiter et de briser. La silhouette de Beaumont disparut dans l'obscurité grandissante, emportant avec elle l'ombre du passé. Adèle détourna son regard de la colline lointaine et rejoignit le bâtiment principal, où les dernières lumières de la fête d'inauguration scintillaient encore. Dans son cœur, une certitude tranquille avait remplacé la peur qui l'habitait depuis si longtemps. Quelque chose s'achevait ce soir, tandis qu'autre chose, de plus vaste et lumineux, prenait forme. Un an passa comme un souffle sur la Camargue, transformant le modeste projet né d'un lien improbable en une référence internationale. Les saisons défilèrent sur le centre de réhabilitation équine. Un hiver rigoureux qui mit à l'épreuve les installations. Un printemps explosif de couleurs et de nouvelles naissances. Un été ardent où les chevaux paissaient librement dans les zones humides. Et enfin, un nouvel automne, doré et serein comme une promesse tenue. Par une matinée claire de septembre, Adèle, qui avait désormais 13 ans, se tenait devant un petit miroir ébréché, ajustant nerveusement sa chemise propre. Ses doigts, habitués à démêler crinière et panser plaies, semblaient maladroits face aux boutons récalcitrants. « Tu es magnifique, petite », affirma Félix en entrant dans la chambre, s'appuyant toujours sur sa béquille, mais avec une assurance nouvelle dans sa démarche. « L'école aura de la chance de t'avoir. » Ce jour marquait un tournant, le premier où Adèle fréquenterait l'école communale régulièrement, grâce à une bourse spéciale obtenue par l'intervention discrète du ministre. Les matinées seraient consacrées aux études, les après-midi au centre. « Et si je ne comprends rien ?» murmura-t-elle, exprimant enfin la peur qui la rongeait. « Je n'ai presque jamais été à l'école avant. » Félix posa une main tendre sur son épaule. « Tu as appris à parler à des chevaux que tout le monde croyait perdus. Les mathématiques et l'histoire seront un jeu d'enfant en comparaison. » Le chemin vers l'école traversait le village qui, imperceptiblement, avait changé d'attitude envers la petite gitane. Les regards n'étaient plus méfiants mais curieux, parfois admiratifs. Devant la boulangerie, Madame Touret fit signe à Adèle d'approcher. « Pour ton premier jour, » dit-elle en lui tendant un petit paquet contenant un pain au raisin encore chaud. « Mon fils m'a raconté comment tu as aidé son cheval à ne plus craindre l'orage. » Ces petits gestes, accumulés jour après jour, cicatrisaient progressivement les blessures invisibles qu'Adèle portait. Celles du rejet, de la différence, de l'exclusion. La classe de Madame Rocher accueillit Adèle avec une curiosité non dissimulée. Sa réputation la précédait, la fille qui parle aux chevaux, la gitane qui a dompté le démon noir. Elle s'assit au fond, silencieuse comme à son habitude, mais attentive à chaque mot, chaque formule écrite au tableau, rattrapant avec une détermination tranquille les années d'éducation manquées. Pendant ce temps, le centre continuait d'évoluer. La méthode Moreau était désormais documentée dans une série d'articles scientifiques publiés par Claire Dubois, attirant l'attention d'universités et de centres équestres du monde entier. Des visiteurs internationaux arrivaient chaque semaine, carnet en main, pour observer cette approche révolutionnaire. « Vous voyez, » expliquait Claire à un groupe de vétérinaires américains, « nous n'utilisons pas le terme « dresser » ici, mais « réhabiliter ». La différence est fondamentale. Nous ne cherchons pas à imposer notre volonté, mais à restaurer la confiance brisée. » Les succès s'accumulaient, chaque cheval réhabilité devenant la preuve vivante que la méthode fonctionnait. Tonnerre, autrefois la terreur des écuries Beaumont, se comportait désormais comme un ambassadeur naturel du centre, accueillant les nouveaux arrivants avec une sérénité qui surprenait même Adèle. « Il a compris ce que nous faisons ici », confia-t-elle un jour à Jacques Mercier, qui préparait un livre photographique sur l'évolution du centre. « Il sait qu'il n'est plus simplement un rescapé, mais un guide pour les autres. »
Cet après-midi-là, alors qu'Adèle rentrait de l'école, une voiture inconnue était garée devant le centre. Une femme élégante en descendit, accompagnée de 2 enfants, au visage fermé et au regard méfiant. Madame Lambert, directrice de l'orphelinat départemental, présenta Claire qui accueillait les visiteurs. Elle a entendu parler de nos résultats et pense que certains de ses pensionnaires pourraient bénéficier du contact avec les chevaux. Adèle observa les enfants. Une fille d'environ 10 ans au regard farouche et un garçon plus jeune qui se cachait derrière sa sœur. Quelque chose dans leur posture défensive, dans leur façon d'observer l'environnement en quête de dangers potentiels, lui rappela les nouveaux chevaux à leur arrivée au centre. « Bonjour », dit-elle simplement, en s'approchant, sans sourire forcé ni geste brusque. « Voulez-vous rencontrer Tonnerre ?» Le nom mystérieux de l'étalon suscita une étincelle d'intérêt dans le regard du petit garçon. Adèle les guida vers le pré principal, où Tonnerre paissait tranquillement. À leur approche, l'étalon releva la tête, évalua les nouveaux venus, puis s'approcha d'un pas mesuré. « Il est énorme », murmura la fille, tendue mais fascinée. « Oui », acquiesça Adèle, « et il était terrifié quand il est arrivé ici, comme beaucoup d'entre nous. » Ce simple aveu créa un pont invisible entre eux. Les enfants écoutèrent, captivés, l'histoire de Tonnerre, sa capture, sa peur transformée en agressivité, puis le lent chemin vers la confiance. Dans cette histoire, ils reconnaissaient des échos de leur propre parcours. Le lendemain, 3 enfants de l'orphelinat vinrent au centre. La semaine suivante, ils étaient 5. Un mois plus tard, une visite hebdomadaire était officiellement organisée, créant une nouvelle dimension au projet qu'Adèle n'avait pas anticipé. « Regarde », chuchota Claire à Félix un après-midi, désignant une scène étonnante près de l'enclos des nouveaux arrivants. Emma, une fillette de 8 ans qui n'avait pas prononcé un mot depuis le décès violent de ses parents, était assise silencieusement près d'un jeune hongre particulièrement craintif. Ni l'enfant ni le cheval ne se touchaient, mais ils partageaient visiblement un moment de communion silencieuse, comme si chacun reconnaissait dans l'autre une douleur familière. « Les enfants blessés comprennent instinctivement les chevaux traumatisés », observa Félix. « Ils parlent le même langage, celui du silence et de la patience. » Ce jour-là naquit officiellement le programme thérapeutique du centre, où enfants et chevaux se guérissaient mutuellement, créant un cycle vertueux que Claire documentait méticuleusement pour ses recherches. Pendant ce temps, le destin de Beaumont suivait son cours inexorable. Ses écuries, autrefois l'orgueil de la région, se vidèrent progressivement. Les procès pour maltraitance animale et les amendes s'accumulèrent jusqu'à le pousser à la faillite. Une froide journée de décembre, les habitants de la commune observèrent en silence le dernier camion de déménagement quitter sa propriété. « Il part pour Marseille, paraît-il », confia Madame Dufour à Adèle, qui observait la scène sans joie ni triomphe. Sa famille l'a recueilli, mais sa réputation le précède partout. Dans le cœur d'Adèle, aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement la conviction tranquille que justice avait été rendue, non pas par vengeance humaine, mais par la simple force des vérités révélées. Le printemps suivant apporta une nouvelle évolution au centre. Jacques Mercier, dont les photographies avaient fait le tour du monde, finalisa un livre somptueux intitulé « Sussurros na Arena », A Révolução Silenciosa de Camargue, mêlant portugais et français en hommage aux origines gitanes d'Adèle. La traduction est déjà prévue en 12 langues, annonça-t-il fièrement en présentant le premier exemplaire à la jeune fille. Ton approche va transformer la relation homme-animal bien au-delà de nos frontières. Claire, quant à elle, mettait la dernière main à une étude scientifique révolutionnaire, guérison bidirectionnelle, l'impact thérapeutique réciproque entre enfants vulnérables et chevaux traumatisés. Ces conclusions, soutenues par des données rigoureuses collectées sur 18 mois, étaient sans appel. Le contact entre ces êtres blessés produisait des améliorations mesurables des 2 côtés. Les enfants développent empathie, confiance et communication, expliquait-elle lors d'une conférence à Montpellier. Les chevaux retrouvent sérénité et sociabilité. C'est une symbiose parfaite que nous n'aurions jamais découverte sans l'intuition d'Adèle. Par un après-midi doré de début d'été, alors que le centre bourdonnait de son activité habituelle, Adèle préparait un événement spécial.
5 enfants de l'orphelinat, ceux qui avaient montré les progrès les plus significatifs, allaient participer à leur première chevauchée libre dans les marais. Avec une patience infinie, elle aida chaque enfant à établir le contact final avec le cheval, qui était devenu, au fil des semaines, son partenaire privilégié. Emma, toujours silencieuse mais désormais souriante, caressa doucement le museau de Nuage, un hongre gris qui autrefois paniquait au moindre contact humain. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris ?» demanda doucement Adèle en ajustant la selle légère. « Jamais de mouvement brusque, jamais de cri. Respecte son rythme et il respectera le tien. » La petite fille acquiesça solennellement, ses yeux exprimant ce que sa voix ne pouvait encore formuler. Jacques Mercier, appareil en main, se préparait à documenter ce moment historique. Claire avait invité plusieurs collègues psychiatres pour observer cette étape cruciale de la thérapie. Le départ fut un tableau inoubliable. Adèle en tête, montant Tonnerre sans selle ni bride, suivi de 5 enfants sur leurs montures respectives, tous avançant d'abord prudemment sur le chemin qui menait aux étendues sauvages. Félix, assis sur un banc confortable offert par les villageois, observait avec fierté, essuyant discrètement une larme au coin de son œil usé. À mesure qu'il s'éloignait du centre, une transformation subtile s'opérait. Les enfants, habituellement sur leur garde, se détendaient progressivement. Les chevaux, sentant cette confiance nouvelle, allongèrent leur foulée. Lorsqu'ils atteignirent l'espace ouvert des marais, où les flamants roses s'envolaient à leur approche, Adèle se tourna vers ses compagnons. « Êtes-vous prêts ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. Les visages anxieux mais déterminés acquiescèrent. Sur un signe discret, Adèle lâcha la crinière de Tonnerre et le laissa accélérer progressivement. Les autres suivirent, d'abord hésitants, puis avec une joie croissante. Le moment magique survint lorsque le petit Thomas, qui n'avait pas ri depuis le jour où les services sociaux l'avaient arraché à sa famille violente, laissa échapper un cri de joie pure qui résonna sur l'eau des marais. Ce son, expression spontanée d'une âme qui se libérait, fut comme un signal. Les autres enfants se joignirent à lui, leur voix se mêlant au bruit des sabots frappant le sol humide. Jacques, photographiant frénétiquement cette scène, savait qu'il capturait quelque chose de plus précieux qu'une simple image. Le moment exact où la guérison prenait forme visible, où la joie remplaçait la peur, où le passé cédait enfin devant l'avenir. Alors que le soleil commençait à descendre sur l'horizon, baignant les marais d'une lumière dorée, le petit groupe galopait librement. Il était impossible de distinguer qui guérissait qui. Les chevaux traumatisés aidaient à guérir des enfants blessés qui, à leur tour, aidaient à restaurer la confiance des animaux envers les humains. Au centre de cette ronde joyeuse, Adèle se pencha sur l'encolure de Tonnerre et murmura à son oreille les mêmes mots qu'elle avait prononcés dans l'arène ce jour qui avait tout changé. « Je suis là, mon ami. » Mais désormais ces mots portaient non seulement la promesse d'une présence entre 2 êtres blessés cherchant réconfort, mais l'héritage d'une révolution silencieuse qui avait enseigné au monde que les blessures les plus profondes sont guéries non par la force, mais par le respect, non par le pouvoir, mais par la patience, non par le contrôle, mais par l'amour.